Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Oser entreprendre. Je suis Victor Kint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneur qui va me raconter sa vision de l'entrepreneuriat, ses échecs et ses victoires. Et pour cet épisode, je vais rencontrer Raph. Bonjour Raph. Bonjour Victor. Merci de m'accueillir chez toi, dans ton studio. Bienvenue. Alors, Raph est un entrepreneur dans tout ce qui est musique, événementiel, management. Tu vas nous expliquer un peu ton parcours. Et le but, en fait, de rencontrer Raph était de sortir un petit peu du stéréotype de l'entrepreneuriat où on monte sa boîte un peu tech ou alors dans le bâtiment, dans les assurances, comme j'ai pu voir, dans la banque ou des agences de communication, comme j'ai pu interviewer précédemment dans mes anciens épisodes, et aussi aller un peu dans tout ce qui était artistique, la musique, le cinéma, le sport aussi. Et donc, voilà, Raph qui va nous expliquer un peu ce qu'il fait et se présenter d'abord. Ok, merci déjà pour l'invitation Victor. Raph, alors me présenter, je dirais plutôt que je suis un chef de projet, project manager. C'est souvent comme ça que j'ai facile à me présenter parce que je touche un peu à tout. Mais principalement ici, actuellement, je suis dans le domaine musical, culturel et musical, où j'ai monté mon label avec deux associés, Okay. Bart Cobain, qui est un artiste bruxellois, et Shiraz, qui est son manager, où on le manage aussi, on le manage à deux. Mm-hmm. On a décidé de lancer ce label dans le but de pouvoir soutenir des artistes en plein développement, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, partant du postulat que beaucoup d'artistes, quand ils sont émergents, ils ont vraiment un souci de rencontrer, qu'ils rencontrent ses moyens financiers, des contacts et de l'entourage. Donc on s'est dit, pour pouvoir développer le projet musical de Bart Cobain, on a décidé de créer un label qui s'appelle Off Season. Off Season Label, donc où on est dans le studio ici aujourd'hui, qui se trouve au Palazzo à Saint-Gilles, à Bruxelles, où donc on fait du management d'artistes, management d'accompagnement d'artistes. Donc on a Cerise, on a Bart Cobain, on a Adoum, on a un autre studio d'enregistrement, celui-ci, et on fait de l'événementiel. Donc on organise des événements. Le dernier ici, par exemple, c'était pour la promotion de notre merch en collaboration avec la marque Bertange. Donc moi je suis chef de projet dans ce label, le fondateur, chef de projet, manager. J'aide aussi différentes personnes à pouvoir développer leur projet dans le côté dans la peinture, par exemple. Il y a une fille que j'ai accompagnée qui se lançait dans la peinture, qui a fait de très très beaux tableaux et elle a un peu du mal à avoir confiance en elle et pouvoir trouver des personnes pour pouvoir exposer. Donc du coup je l'ai accompagnée là-dessus. Une autre fille aussi qui fait du textile, qui reprend des matériaux assez bruts pour pouvoir le transformer en sac à main, en coussin, vraiment en rideau. Vraiment, c'est mélange peinture et tissu. Sinon, je fais aussi comme je disais tout à l'heure, aussi dans l'événementiel. Ouais. Et donc, du coup, j'organise des soirées. J'avais lancé un concept dans le Sablon qui s'appelait Sensi Live Session, où des personnes venaient, des artistes émergents se rencontraient avec des musiciens pour faire une prestation live pendant que les gens mangent devant des personnes qui sont en train de manger. Et ça se passait dans le restaurant Maison Sensi, que j'avais d'ailleurs lancé avec un de mes très bons potes, Luciano, qui est aujourd'hui maintenant à Milan. Et donc du coup, voilà, c'est un peu, je touche un peu à tout. Je suis vraiment intéressé par, en fait, vraiment ce qui me motive, c'est vraiment le projet quand il est complètement brut et réussir à donner une forme à ce projet-là et pouvoir le développer, quoi. Intéressant. Donc voilà, c'est ça que je fais. Ça c'est sur le côté. Et puis il y a le côté, comme je disais, c'est beaucoup de projets qui demandent du temps, de l'énergie, mais aussi financier, un apport financier. Mm-hmm. Et quand tu es indépendant, tu te lances tout seul, donc il faut trouver les moyens pour pouvoir financer tout ce genre de projet. Donc à côté de ça, en temps plein, je suis aussi chef de projet, gestionnaire de projet dans deux structures bruxelloises dans l'organisation de jeunesse qui aident les jeunes à développer leur projet dans la culture, sur la thématique de l'interculturalité, le vivre ensemble. Donc, les aide à vraiment lancer par exemple, un Media Lab, donc c'est du journalisme citoyen,
où on va à la rencontre des citoyens pour pouvoir leur poser des questions sur des thématiques qui nous sont chères. Ici, on est sur un projet sur les élections communales qui vont arriver. Ouais. Donc, on va faire tout un travail de réflexion et de création journalistique. À côté de ça, il y a un podcast aussi qu'on va lancer. Et puis, si Dieu le veut, un festival l'année prochaine, quoi. Eh ben, pas mal de projets. Ouais, En tout cas, dans ce que ce que tu nous racontes dans ta présentation, je sens beaucoup d'envie de partage et aussi beaucoup de solidarité, essayer d'aider les personnes justement qui émergent, comme tu dis. Mhm. D'où vient en fait ce côté-là, en fait, de vouloir aider l'autre, ton prochain? Ton prochain, c'est un bon mot. Je suis croyant, donc Ouais. j'ai été élevé dans la religion catholique chrétienne, on va dire ça comme Ok. ça plutôt, où ben, il y a beaucoup de valeurs qui sont dans le partage, comment dire, aimer son prochain, rendre Mhm. son prochain, être avec son prochain comme on aimerait être soi-même. Et donc j'ai vraiment grandi, j'ai été bercé dans dans cette philosophie de pensée. Et en expérimentant moi-même mes propres projets, quand j'étais à tourner, par exemple, avec Mazu 14, Ouais. où j'avais lancé un atelier de philo, Mazu D'accord. 14, une maison de jeunes, à tourner. Ouais. D'ailleurs, merci à Joachim, parce que lui, il m'a vraiment, Joachim Chager, m'a beaucoup aidé, beaucoup accompagné à ce moment-là, et il m'a donné beaucoup de confiance en moi, en tout cas. D'accord. Et franchement, ce mec, il a aidé beaucoup de jeunes à tourner en tout cas. Donc voilà, ça partait de là, de cet atelier-là, et on commençait comme ça à tourner. Je me suis rendu compte en fait, tu te rends compte vraiment de beaucoup de difficultés en fait que les jeunes peuvent rencontrer. Mhm. Et soit tu n'es pas au courant des structures qui peuvent t'accompagner. Donc heureusement que moi j'avais cet ami-là C'est vrai. qui a pu me mettre dans ces structures-là et pouvoir m'ouvrir certaines portes. Mais je m'étais rendu compte en fait que si tu n'as pas ce contact-là, tu peux pas forcément savoir. Et surtout en étant jeune. Donc c'est parti de là et en faisant des ateliers de philo, on a fait un festival de philo et puis on a créé une émission de télé Ok. pendant le confinement avec Pauline avec Pauline Chauda, Mhm. Mathieu Mécano, je vais mal dire son nom, mais Nathan Jeannot, Paul qui est pratiquement vraiment beaucoup de Tunisiens pendant le confinement où on se rendu compte en fait qu'il nous manquait quelque chose dans notre quotidien Mhm. et comment on pouvait donner la parole aux jeunes sans pouvoir et avec toutes les restrictions qui se faisaient par le Covid quoi. Mhm. Et donc Joachim nous a dit ah bah tournez de scène au télé, cherche une émission de télé, et, Ok. une émission jeune. Et c'est parti de là. Et donc en fait en créant ce genre de projet, je me suis vraiment rendu compte que et puis surtout en revenant ici à Bruxelles que beaucoup de jeunes ont besoin de cet accompagnement, qu'on a vraiment besoin en fait de ce côté solidaire parce que on a Bruxelles, on est en Belgique, c'est un petit pays, mais on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui veulent lancer des Mhm. projets. Et Exactement. si on n'arrive pas à si on n'arrive pas à se donner la main dans la main pour pouvoir développer ces projets-là, ben, je trouve que c'est une perte d'énergie et c'est une perte d'énergie de synergie en fait. Et pouvoir se serrer les coudes, c'est pouvoir aider l'autre à pouvoir se développer et finalement ça va te revenir un moment ou l'autre, tu vois, dans la vie. C'est un peu ma façon de faire les choses. Je fais pas les choses par intérêt, mais je fais les choses pour qu'il y ait un retour sur l'énergie qu'on va donner. Et donc, moi, ce que moi j'ai reçu, j'ai envie de le partager parce que il y a toujours une personne qui a vécu la même chose que moi. Et je sais que quand tu tends la main, tu vas facile à tendre la main plus tard, quoi. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'aime cette idée de solidarité, cette idée de vouloir faire les choses ensemble, de pouvoir se développer ensemble, de pouvoir grandir ensemble. Et donc, voilà, c'est là, ça vient de la famille, ça vient de ma propre expérience, ça vient aussi de ce que j'observe et comment le monde, il peut être, où les gens ont tendance souvent à rester eux-mêmes dans leur petit coin. Mhm. Et je trouve que c'est pas ma vision de la vie, en fait. Et justement, tu fais beaucoup pour les autres. Est-ce que pour toi, tu as des projets vraiment uniquement personnels qui sont, que tu as envie d'aboutir ou que tu as déjà abouti ou vraiment tu te consacres vraiment dans l'aide aux autres et à la création de projets Mhm. communautaires? Ben, pour l'instant, actuellement, je veux dire, le projet qui va dire que j'ai fait pour moi,
c'est ce label. Je l'ai Mhm. pas vraiment fait pour moi. C'est parce que donc j'étais un manager de restaurant pendant 2 ans et ça s'est terminé. Et puis je me suis retrouvé un peu ne sachant pas quoi faire. Donc il y a eu ce projet de lancer de la musique, un concept musical dans le restaurant. Et en faisant ça, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien l'événementiel, que j'aimais bien organiser des choses. Mais du coup, j'avais pas la structure nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc l'idée est venue que il y a d'un côté un pote qui fait de la musique et qui cherche aussi une structure pour pouvoir l'accompagner et pouvoir être là autour de lui, et moi qui cherche une structure pour développer mon côté événementiel, que finalement je fais même plus autant. Donc du coup, on a créé ça. Donc ce projet-là, on va dire que c'est l'un des premiers projets en fait qui est fait non seulement pour moi, dans le sens soutenir mes projets que j'avais à côté, mais aussi pour l'autre. Donc là maintenant, je suis dans une autre idée de réflexion sur peut-être un incubateur de projet que je voudrais lancer l'année prochaine. Mhm. L'année prochaine ou l'année d'après, ça dépend un peu en fonction de des difficultés que je vais rencontrer. Et là, ça sera vraiment mon premier projet personnel. D'accord. Mais ça reste toujours un projet qui a pour but Oui, d'aider les autres. Voilà, c'est ça. Et quand tu dis incubateur, là, tu sors un peu du côté artistique ou tu veux vraiment rester dans ce côté, tout ce qui est musique, artiste, Je veux voir plus large. plus large, Je ok. veux voir plus large parce que en, quand tu fais de l'événementiel, tu rencontres énormément de personnes. Évidemment, tu vas rencontrer des personnes qui sont dans le domaine dans lequel tu fais. C'est-à-dire que si tu es dans le côté corporate, tu auras plus tendance à rencontrer des gens corporate. Si dans le culturel, tu vas rencontrer des gens culturels. Mais il y a toujours des personnes, en fait, qui viennent un peu de gauche à droite, qui viennent tester, qui viennent découvrir, qui viennent voir comment ça se passe. Et j'ai très facile à me faire des contacts. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, il y a un réseau, mon networking est en train d'évoluer et vraiment prendre un peu plus pas de l'ampleur, mais en tout cas, par rapport à il y a 2 ans, bah, ça s'est vraiment beaucoup plus développé. J'ai des contacts dans les bières, j'ai des contacts dans le transport, les voitures, contacts dans l'immobilier, vraiment dans différents domaines. Et j'ai envie vraiment de faire en sorte que de créer une structure qui peut permettre en fait que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Donc mettre mes contacts au service des personnes, Oui. et ces personnes-là qui ont besoin de se développer dans tel ou autre domaine puissent se rendre sur ces structures, dans cette structure-là, et pouvoir demander de l'aide ou du support. Et ça part vraiment de tout, hein. Tu as des côtés juristes, tu as des juristes, des avocats, tu as de l'événementiel, tu as des directeurs de label, tu as des directeurs de musique, vraiment énormément de trucs différents. Et c'est ça en fait que j'ai envie de mettre ensemble pour pouvoir créer vraiment un réseau en fait, où des gens peuvent vraiment venir interagir, et niveau conférence, niveau écriture, niveau lecture, niveau culturel, vraiment tout quoi. Au niveau du networking, c'est très important, hein, Mhm. tu l'as dit, et d'ailleurs, je pense qu'aussi tout tourne autour de ton réseau. Mhm. Comment tu as battu ton réseau, justement? Ah, naturellement, vraiment, vraiment naturellement. Bah nous, on se connaît déjà, donc tu vois, sur quand même de tourner, j'ai vraiment Ouais. facile à connecter avec des gens parce Mhm. que j'aime vraiment ça. Moi, j'aime vraiment un travail où je n'ai pas un échange humain. Ouais. Je vais vite m'ennuyer, je vais vite perdre l'essence même qui va me motiver à me lever le matin pour aller travailler. J'aime ce contact-là, j'aime cet échange-là. Et donc, pour moi, rencontrer une nouvelle personne, c'est découvrir un nouvel univers. Et donc, au plus je rencontre des personnes, au plus je découvre l'univers dans sa globalité. Et est-ce que tu vas provoquer justement la rencontre ou est-ce que tu te dis un peu comme comme on parlait de philosophes Ouais. Socrate qui se baladait dans Athènes et Ouais. échangeait avec les différents interlocuteurs ou est-ce que tu vas dans des events bien précis et où tu te dis ben voilà là j'y vais pour faire du networking, pour rencontrer, etc. Oui. Vraiment, c'est ça aussi le propre de l'indépendance, surtout quand tu arrives dans une ville comme Bruxelles, où tu n'as pas de contact, vraiment. Bah, si j'avais un peu de potes qui font dans la musique ou un peu à gauche et à droite, mais pour pouvoir développer mon propre réseau, il fallait que je sorte. Il faut toujours sortir. J'écoute beaucoup de podcasts. Je suivais déjà le tien, Merci. enfin, je t'ai vu lancer, j'ai vu comment tu l'as lancé. Je me suis dit, ah, c'est une très bonne idée en tout cas. Merci. Surtout à tourner d'ailleurs. Et donc, j'écoute aussi d'autres podcasts, en tout cas d'entrepreneurs, parce que c'est vraiment,
moi, je suis dans cette philosophie-là. Si tu veux apprendre quelque chose, si tu veux développer quelque chose, il faut que tu apprennes de cette chose-là. Mhm. Et donc, du coup, bah, en fait, j'écoute ces podcasts-là et beaucoup d'entre eux, même des livres hein, que je lis, beaucoup d'entre eux, c'est qui disent, en fait, si tu dois aller à la rencontre des gens, tu dois te faire ce mal-là, d'aller dans les événements où tu veux voir comment ça se passe. Tu veux faire de l'événementiel, tu veux voir comment ça se passe dans l'événementiel, tu vas à des événements. Tu veux écouter, voir comment devenir un entrepreneur, bah soit tu vas lire des livres, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, tu vas dans des événements, des conférences et ainsi de suite. Donc tu vas vraiment dans ce domaine-là et c'est ce que je me suis fait en fait. Et je force quand j'y vais. C'est pas forcing dans mode ouais viens on va faire des connexions. Non, c'est je viens, je m'intéresse à toi, j'écoute ce que tu fais, je partage, c'est toujours un échange. On parle, je te dis ce que moi je fais, je vois ce que toi tu fais. On essaie toujours de trouver un moyen de se revoir et je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on se revoit vraiment. Il y a vraiment des gens qui te disent on va se revoir, ça Mhm. marche pas. Moi, si tu me dis on va se revoir, je sors mon téléphone et je te dis même moi ton numéro de téléphone là, on prend tel jour, mon agenda, il est là, il est calé, je t'envoie une invitation directe et on se voit ce jour-là, tu vois. Et le lendemain, t'inquiète, la veille ou 2 jours avant, je vais t'envoyer un message, est-ce que ça tient toujours? Et en fait, il faut forcer ce truc-là et c'est en fait c'est comme ça que c'est. Donc c'est au début en le forçant et maintenant ça devient naturel. Mhm. Donc je vais venir dans un événement et après c'est Bruxelles, c'est petit et grand en même temps, tu vois. Donc ça va toujours être les mêmes personnes que je vais rencontrer, mais ces mêmes personnes viennent avec d'autres amis, donc finalement tu les rencontres et ça fait juste un peu un effet domino comme ça où ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et donc ouais, je le force, même je l'ai forcé au début, mais maintenant ça devient beaucoup plus naturel, quoi. Ok. Bon, maintenant on va un peu rentrer en détail dans ta maison de production, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que tu peux un peu expliquer, bon, tu as expliqué un petit peu la genèse avec Mm. Barkeben, qui Mm. d'ailleurs, je précise, a fait The The Voice, a Voice, été demi-finale, oui, demi-finale demi-finale, ouais. en Belgique. Mm. Voilà, est-ce que tu sais aller un peu plus loin aussi dans la création, enfin bah oui, un peu les problèmes que tu as rencontrés et aussi Mm. comment tu les as Sûrement. résolus Mm. et voilà, expliquer un petit peu comment on crée une maison de production. Ah oui, voilà, c'est d'abord un label. Un label, Mais il excuse-moi. faut vraiment Eh ben, explique-moi un peu la différence alors entre un label et une maison une maison de production, c'est vraiment ils vont vraiment investir dans toi, pour pouvoir. Il faut pas, je veux pas éviter de dire des bêtises, mais c'est vraiment une maison de production peut avoir des labels, Ok, mais un label ne peut pas être une maison de production d'accord. ou inversement, tu vois. En fait, c'est ça. En fait, le label, il y a vraiment ce côté. Je te prends en charge. On s'occupe de toi. Il y a un service de management qui est autour de toi qui va t'aider qui va te conseiller sur comment tu vas gérer ta musique, faire des stratégies musicales pour toi, trouver les personnes nécessaires, c'est-à-dire photographe, vidéaste. C'est vraiment comme si tu avais un parent qui est là, tes parents qui sont là pour s'occuper de toi. Et généralement, ces labels, ils investissent aussi de l'argent Ok. dans toi, Donc il y a une partie financière. financière. Ok. Il y a une partie financière, une partie artistique. Et en fait, c'est vraiment tout prendre en charge pour que toi, tu ne t'occupes de rien. Tu ne penses à rien. Ok. Généralement, il y a des labels qui font distributeurs aussi. Donc, c'est ceux qui mettent la musique sur les plateformes. Ok. Vous faites pas ça. Nous, on fait pas ça. Non. Pour l'instant, on ne le fait pas. Parce que l'équipe, elle est très réduite. Mhm. Je vais Ouais, t'expliquer. ouais, tu On va expliqueras. expliquer au Ouais. fur et à mesure. Il peut faire ta distribution, c'est-à-dire mettre sur les plateformes pour que ta musique soit sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes musicales que tu peux connaître. Qui va faire aussi ton booking, c'est-à-dire que c'est eux qui vont aller démarcher des lieux de concert pour pouvoir te faire jouer, donc Mhm. comme des festivals ou des bars ou bien des boîtes de nuit. Vraiment, c'est ce domaine-là. Et qui vont aussi s'occuper de ta com, si tu ne la fais pas Ok. toi-même. Donc, c'est-à-dire que trouver un community manager qui va te faire des stratégies De communication. Ouais. communication, parce que c'est tout un travail aussi. Donc, tu vois, c'est un label, en fait, c'est complet. C'est dans sa complémentarité, pas complémentarité, mais dans la totalité, en Ouais. fait, tu vois. Et bah c'est ça, off-season, c'est ce qu'on fait. Donc nous, au début où on a lancé ce projet-là, on avait vraiment arrêté de travailler. Ok. Bart et moi, surtout Bart et moi. Shiraz, lui, il avait sa librairie parce qu'il était vraiment sur la fin de sa librairie, donc il était beaucoup plus à s'occuper de ça. Mais on a dit, on va arrêter de travailler et on va se donner un certain laps de temps
pour comprendre comment on va le mettre en place, quelle est la formule, déjà, sous quelle forme ça va être. Est-ce que ça va être une ASBL? Est-ce que ça va être une entreprise? Aujourd'hui, on a la chance qu'une ASBL est considérée comme une entreprise maintenant. Donc, du coup, on a un numéro de TVA, un numéro d'entreprise. On fonctionne vraiment comme une entreprise, mais avec un peu moins de risques. Parce que ça demande, si tu n'as pas une rentrée d'argent, genre, on va dire régulière, tous les frais qui sont liés à cette, la gestion d'entreprise, ben ça peut être vraiment conséquent et tu peux vite te retrouver en faillite. Ouais. Euh, Qu'avec la SBL, Qu'avec une ASBL, ben en fait tu fais pas, vu qu'on savait qu'on n'allait pas vraiment faire beaucoup de profit. profit, ouais, c'est ça. Le but c'est d'abord de créer une équipe autour de l'artiste, et tout l'argent qui allait venir, parce que nous c'est pas pour le mettre dans notre poche réellement. C'est vraiment pour réinvestir dans nos artistes tout le temps, tout le temps. C'est pour ça on a beaucoup plus pensé sous forme d'ASBL, parce que le but c'était de pouvoir tous les biens réinvestir dans la structure. Donc, dès que l'argent rentre, ça repart. Ça va repartir dans la communication, ça va repartir dans les événements qu'on doit organiser, ça doit repartir dans les photographes, vidéastes qu'on doit payer, les salles de concert qu'on doit louer, les boissons les bières qu'on doit payer, les déplacements c'est énormément de frais, en fait, qui sont liés à ça, que si on ne trouve pas le moyen de faire rentrer de l'argent et pouvoir le réinvestir, ben, ça sort de notre poche, et là, ça commence à être compliqué. Exactement. Donc, du coup, c'est pour ça on a pensé sur une formule d'une ASBL. Déjà, de un, parce que, comme de ce que je viens de t'expliquer, et de deux, on s'est vraiment rendu compte, et c'est vraiment notre vision des choses avec Bart et Sheraz, c'est que on veut aider les gens. On veut que, en fait, que Off-Season puisse aider des artistes à pouvoir se développer. Vraiment, c'est en dehors de nos propres artistes qu'on gère. Là, récemment, il y a des jeunes producteurs de 18-19 ans qui cherchaient un studio pour pouvoir faire une résidence, pour pouvoir faire leur musique tranquillement, parce que bah, ils n'ont pas les moyens de s'en payer un, et s'ils doivent en louer, ça va coûter énormément cher. Bah, du coup, on leur dit, OK, bah, nous, on s'arrange. Ils sont venus, ils nous ont contactés sur Insta. On les connaissait déjà un peu de loin. Ouais. Et ils sont venus, ils sont contactés sur Insta, on s'est posé, on a discuté avec eux, et puis on s'est rendu compte, en fait, bah voilà, nous, on vous met notre studio à disposition. Juste faites de la com sur nous, quoi. Et donc, en fait, c'est comme ça que et c'est cette idée-là, en fait, que développons quelque chose et aidons les autres. Et donc, c'est pour ça que c'est ça, Off-Season a été pensé, a été créé. Pourquoi Off-Season? Ça part d'une philosophie sportive, parce qu'on est des sportifs. Mhm. Et pour nous, la musique est un travail d'équipe. Ok. Et quand tu prends par exemple le foot, le basket, l'off-season, c'est la période où les clubs préparent leurs joueurs pour la saison qui va arriver. Ouais. Bah, nous, on prépare nos artistes pour leur Ok. carrière qui va arriver. Et donc du coup, bah, c'est ça, en fait. Et donc, c'est pour ça on a pensé à faire un studio d'enregistrement. On s'est dit, OK, bon, commencer à record des artistes, il doit sortir un projet, il doit sortir un album ou un EP ou un single, bah, c'est des frais de studio qu'il faut payer. Bah, pourquoi ne pas ouvrir notre propre studio? Notre studio nous fait aussi office de bureau. Donc, on a ouvert notre propre studio. On s'est dit, ouvrons un studio où nos artistes peuvent enregistrer eux-mêmes là. Et on a un ingé son qui enregistre nos artistes, qui travaille la musique de nos artistes. Comme ça, on peut s'autoproduire. C'est très important en tant qu'artiste émergent. Ensuite, on s'est dit, bon, il faut faire jouer nos artistes, il faut qu'ils jouent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait de l'événementiel, on crée on fait nos propres événements où nos artistes ont joué, mais où on va aussi inviter d'autres artistes pour pouvoir se connecter, pour pouvoir créer des liens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce pan événementiel. Et ensuite, bah, le management d'artistes, c'est ce qu'on fait déjà. Et donc, c'était vraiment ça les trois pans. Et on s'est dit, maintenant, donc, il fallait trouver un lieu. Donc, heureusement qu'on connaissait notre graphiste, Elsa, avait déjà un bureau ici en haut. Et donc, elle nous a parlé du Palazzo. On connaît la patronne Louise. Il y avait un studio qui s'est libéré. Donc, on l'a pris. On est venu ici. On a rédigé les statuts de nous-mêmes. On connaissait rien du tout dans tout ça. Donc, on s'est beaucoup, on a parlé autour de nous, vraiment énormément de personnes pour qu'ils puissent nous aiguiller là-dessus. Et donc la structure est née. On a fait nos trucs en novembre 2022. On était vraiment comme des gosses avec Bart. On a eu l'idée en juillet, en novembre, c'était réalisé. Et on a déposé nos statuts auprès de la BCE. Et genre quelques heures après, c'était en mode votre entreprise existe. Et c'était vraiment comme des gosses, comme si on venait de faire le premier pas dans notre vie. Et puis on a commencé à s'entourer. Donc
s'entourer de Margot, coordinatrice, Ado, Miss Chris, qui sont artistes aussi, mais qui sont aussi des vidéastes du label. D'accord. Bart, qui est artiste, mais aussi fondateur, mais en même temps chargé de com, chef de la communication, parce qu'il a fait des études à l'IEX de communication et Ok. publicité. Moi, beaucoup plus dans le côté structurel. Je suis nul en musique. J'ai de très bons goûts musicaux. Je sais reconnaître de la bonne musique, mais faire de la musique, j'ai essayé. C'est une catastrophe. Du coup, bah, je me suis dit, bah, j'aime ce côté un peu plus accompagnateur, conseiller, tout ce qui est structurel et administratif. Bah, c'est moi qui gère ça. Et on a Un peu le grand frère. Ouais, voilà, c'est ça. Le tonton. Le tonton. Le tonton, sinon je le tape, hein. Et Shiraz comme il a joué sa propre librairie, ils avaient déjà aussi un studio auparavant. Et en fait, du coup, c'est lui qui est notre trésorier et qui s'occupe des finances du label. Donc, on s'est dit, il faut qu'on crée une synergie entre nous où nous-mêmes, on s'auto-suffit. Au moins, on a besoin de personnes pour pouvoir se développer. Et donc, c'est comme ça que ça naît. Il y a eu d'autres vidéastes, il y a eu des photographes. Il y en a qui viennent et qui partent. C'est vraiment en fonction de l'énergie. Et tu vois, bah, c'est en fonction de l'énergie de chaque personne, comment ils se retrouvent. Et donc, on donne une place. On a eu une stagiaire. Ok. Vraiment, on a des partenariats avec Bertin Champ, la marque de bière. Récemment, ici, avec Maïs, des voitures. Et donc, nous, on n'a pas froid aux yeux. On va chercher. On va chercher, on va chercher. On s'est rendu compte que bah, on a besoin de sponsors pour nos bières. Quand on fait nos événements, bah, on fait un pitch avec Bertin Champ. On va les voir. On leur a proposé. Moi, je connaissais déjà le commercial avant. Donc, c'était un peu plus facile. Miles, on s'est dit, bah, on fait beaucoup de trajets en voiture. Les artistes, quand ils doivent se déplacer, ben, ils ont besoin de voitures pour se déplacer. Bah, on a été checker Miles, on leur a présenté le projet. On leur a dit, bah, voilà nos artistes. On a Bart qui fait The Voice, on a notre label ici qui existe depuis un an et demi. On a d'autres partenariats, on fait de l'événementiel. Est-ce que vous voulez toucher un autre public que vous n'avez pas encore pour l'instant? Ils ont été très OK. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait. On s'assoit. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ça. Comment on fait pour pouvoir pallier à ça? Est-ce qu'on va chercher l'argent pour pouvoir le faire? Ou est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir éponger, en fait? Et ça crée des partenariats, en fait. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure. Et c'est comme ça, en fait, que Off-Season s'est créé. Vraiment par du bouche à oreille, des partenariats, des amis qui veulent soutenir notre événement. On avait beaucoup de potes de tournée qui étaient là, qui étaient au bar, qui servaient au bar ou qui faisaient des photos. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait, nous, on a décidé de créer notre structure, c'est comme ça qu'on a décidé de la mettre en place. Bon, on fait des erreurs, on fait énormément d'erreurs. Euh, il arrive qu'on fasse des pertes, vraiment dans nos événements, parce que c'est comme ça, en fait. Quand personne ne te connaît, il faut du temps pour que ça Ouais. prenne, pour que ça vienne. Le studio aussi, on essaye de pouvoir le développer aussi d'une certaine manière, mais ça prend aussi du temps. Il y a beaucoup de concurrence. Et des studios, ils ont poussé Ah bah oui. depuis après le confinement, ça a poussé un peu de partout. Donc presque tout le monde a un studio et aujourd'hui même, tout le monde a un home studio. Aujourd'hui, il ne te faut pas beaucoup pour faire ton propre studio. De chez toi, tu as un mic, tu as une table de mix et tu as un ordinateur. Elle est faite. Tu peux enregistrer toi-même. Si tu vois Damso, comme moi, il a percé. Ouais. Il était dans sa chambre avec un rideau qui séparait, tu vois, pour enregistrer. Donc aujourd'hui, quelle est la plus-value que tu donnes aux gens, en fait? Donc nous, on a rencontré ces échecs-là et aussi comment dire, la confiance qu'on peut accorder aux gens aussi. Ouais. Euh, Nous, on a vraiment cette volonté de pouvoir unifier. On continue toujours à vouloir unifier la scène musicale à Bruxelles. Mais ça marche pas avec tout le monde. Il y en a qui sont OK, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui vont te dire oui devant et puis derrière, il n'y a pas de suite. C'est le monde du Le business, hein. monde du business, c'est ça, tu vois. Alors que tu parles avec eux, ouais, je suis trop chaud, ouais, on doit le faire, non, non, on doit serrer les coudes. Le Ouais. lendemain, plus personne. Ouais. Euh, et puis aussi l'équipe aussi elle a beaucoup changé entre-temps. Elle a beaucoup changé parce que beaucoup de gens viennent avec certaines attentes, comme toute chose, comme tout le monde, vient avec certaines attentes qui au moment sont en adéquation. Donc du coup ça marche, ça avance. Et puis certaines personnes s'investissent moins que d'autres ou bien ont besoin de certaines choses, on va dire, qu'on n'est pas capable d'apporter. Et donc ça fait que
Et ça, en cours de route, on se laisse tomber. Et nous, en tant que, on n'a pas la science infuse, donc on a une réalité de se dire, ah, peut-être qu'on a merdé avec cette personne ici. On a peut-être que la façon dont on a travaillé avec elle, c'était pas la meilleure des façons. La façon dont on a géré cette personne-là, c'était pas la meilleure des façons. La façon dont on a géré ses attentes, on n'a peut-être pas répondu à ses attentes. Donc, qu'est-ce que tu fais? On prend le temps de revoir cette personne, en discuter. Est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases? On ne peut pas. Bon, on arrête là. Et autre que le moyen, les problèmes financiers, ce qu'on a vraiment rencontré, c'est l'humain. Et c'est vraiment, on se rend pas compte que dans l'entrepreneuriat, ce qui fait souvent que les choses ne marchent pas, c'est l'humain. C'est les personnes qui sont là, qui te disent, OK, on est avec toi, puis tu as fait quelque chose. Le droit à l'erreur n'est pas le même pour tout le monde. Mhm. Et quand tu es représentant d'une structure et que tu endosses la responsabilité de dire c'est ma structure, ben, tu dois apprendre à prendre des coups. Et des fois, et tu prends des coups, et quand tu en donnes, les gens ne sont pas forcément OK d'en recevoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. pas donner des, Ouais. c'est pas des coups, c'est pas des coups physiques, hein, Non. mais c'est des coups d'exigence. Mhm. Nous, c'est pas parce qu'on a une nouvelle structure on va fonctionner comme une nouvelle structure. Nous, on s'est dit, si on n'est pas capable de gérer 4 personnes, on sera incapable de gérer 20, 30, 50 personnes. Donc, la mentalité qu'on a avec 4 personnes, c'est la même mentalité qu'on veut avoir avec 50 personnes. Et donc, du coup, bah, l'exigence, elle est complètement différente. Et des fois, les personnes ne s'y attendent pas à ça. Ouais. Et ça crée un gap, ça crée un écart. Et ben, ça fait qu'on se sépare. Donc, on prend la route. Et chacun prend un peu la route qui suit. On reste en contact. Mais on laisse les choses faire, quoi. Mais donc, du coup, ouais, ça arrive. Et dans votre structure, ça fonctionne? Est-ce que vous êtes avec des freelances ou vous êtes à temps plein, enfin entre guillemets à temps plein, enfin quels sont les profils des différentes personnes? Est-ce que ce Mhm. sont des freelances? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un job et ils font ça à côté? Est-ce qu'ils Mhm. font ça à leur temps plein? Bah, au début, nous, comme je te disais avec Bart, on était à temps plein. Honnêtement, pendant un an, Ouais. grosse, la première année, zéro. On n'était que nous deux en temps plein. Puis, il y avait d'autres personnes qui venaient en tant que aider dans la structure, Ouais. vraiment. Si on prend notre graphiste, par exemple, elle, ben maintenant, elle est plus en freelance. Elle travaille dans une entreprise, mais elle était freelance. Donc, du coup, elle nous aidait quand même là-dedans, tu vois. Donc, si on avait besoin notre logo, ben, c'est elle qui travaille à fond là-dessus. Le pitch qu'on a fait pour Bertrand, c'est elle qui a mis toute la structure, qui l'a tout designé. Notre maillot aussi notre maillot off-season, ben, c'est elle qui l'a fait aussi, tu vois. Donc, c'est elle qui l'a designé du début jusqu'à la fin. Ben, tu vois, là, elle le fait en freelance, mais elle le fait parce qu'elle veut nous aider, tu vois. Mais par contre, maintenant, si on doit prendre des vidéastes, des personnes qui doivent venir filmer, bon, on doit les payer, ces personnes-là qui doivent filmer. On a la chance que dans notre label, on a Cerise et Adoum. C'est un échange, comme on a créé ce label ensemble, c'est un échange entre nous. Donc, nous, on vous accompagne dans votre musique. À contrepartie, bah, vous nous rendez service niveau vidéo, tu vois. Notre ingé son, bah, lui, il cherchait un studio, bah, ça coûte cher de pouvoir payer son propre studio, son propre matériel, ainsi de suite. On lui a dit, OK, bah, nous, on te met notre studio à Ok, disposition. donc c'est dedans, C'est dedans. dedans. On te met notre studio à disposition. Les heures que tu fais pour nous, tu peux les prendre pour toi. Et donc ça, c'est vraiment en échange, label et lui. Et puis maintenant, s'il y a des personnes qui viennent record pour le studio, donc qui louent une session, bah, tu prends un pourcentage et inversement. Si c'est toi qui les ramènes, tu prends un pourcentage. Si c'est nous qui les ramenons, nous, on prend un pourcentage. Ah Et- ouais, donc ici, les artistes peuvent venir recorder oui, leur musique. leur musique, ok. Ouais, ouais, donc il n'y a pas que nous qui enregistrons, il n'y a pas que nos Ok. artistes du label. Donc notre studio il est ouvert, quoi. Donc du coup, tu réserves une session en ligne, tu viens, tu la réserves et Ah, ok. on s'arrange avec notre ingé, ben vous venez, vous le faites, tu payes. On essaie de faire des prix démocratiques pour que ce soit en dessous de la concurrence, parce que ben, le but aussi c'est de pouvoir aider des artistes aussi à se Mhm. développer. Donc essayer de mettre des prix moins chers, mais tout en essayant de se retrouver aussi, parce que c'est des frais d'un Mhm. ingé son, des locaux pareils, bah, le matériel aussi, c'est des frais qui sont Exact. engrangés et qu'on doit payer par nos propres poches. Donc, c'est pour ça qu'on met aussi le studio à Et location. justement, est-ce que il y a le côté financier ou est-ce que vous avez aussi envie de justement trouver des petites pépites dans les personnes qui viennent
faire des recordings? Bah, en vrai, de vrai, au début, on a visé large. Au début, on a vraiment visé large. Avant, il y avait Cerise, il y avait Bart. Bah, ils sont toujours là, Cerise et Bart. Ado, mon accompagnement. Il y avait Deez, qui était un duo qu'on gérait. Et un autre gars aussi qu'on a appris vite fait en booking. Moi, ça n'a pas trop bien marché parce qu'on n'avait plus le temps de gérer ça. Mais on disait, on va prendre le maximum d'artistes et puis on va voir, on va essayer de les développer chacun un truc. Puis on s'est rendu compte que c'est une dépense d'énergie. Et finalement, tu ne donnes pas à 100%. Et donc, on a plus l'attente que quelqu'un qui vient dans le studio, on va le faire percer. On veut se concentrer sur nos artistes. Ok. C'est ça. Là, maintenant, c'est la tournure que prend cette année, c'est de dire, on se focus sur ces Et artistes. quand tu dis on se focus sur vos artistes, est-ce que vous souhaitez avoir d'autres artistes ou est-ce que vous voulez pas augmenter le nombre d'artistes que vous avez? Bah, comme tu disais, si on a une pépite, Ouais, on va la suivre. ok. On va la prendre. Ça, c'est sûr. Si on voit on se dit, oh ouais, cette personne-là, elle va percer, t'inquiète on va la prendre. Ça, c'est sûr, tu vois. Mais, pour l'instant, non, on va pas prendre plus que ça. Parce que bon, on n'a plus le temps de le donner. Moi, en tant que manager, j'ai plus le temps de le faire, tu vois. Si je dois gérer Bart, Escrise, plus le label, ma propre vie, mon travail, et puis mes autres projets à côté. Ouais, En 24 heures, je dors 2 heures, quoi, la nuit, quoi. Donc, ouais, ça ouais. va être un peu compliqué. Donc, on le prend plus. On rencontre. On essaie de rencontrer. Il y a récemment, quand il y a une fille qui nous a contacté sur Instagram, on lui a proposé un rendez-vous dans 2 semaines pour ne serait-ce que rencontrer et voir, en fait, écouter ce qu'elle veut et voir quel moment on peut l'aider. Parce que c'est aussi ça, le propre d'Off-Season, c'est pouvoir aussi aider dans l'accompagnement des artistes. Mais vraiment dire, on te prend sous notre label et que tu es sous le label Off-Season, ça, non, on va plus le faire. On va plus le faire pour l'instant parce qu'on s'est dit, on veut que d'abord que nos artistes, en fait, puissent réussir. Et donc, dépensons tous nos efforts sur eux. En fait, un label, c'est ça. Hein. Si tes artistes ne percent pas, bah, ton label, il sert à rien. Ouais, c'est ça. Donc vraiment consolider d'abord C'est ça. vos. Donc là, il y a deux artistes, c'est ça? Deux Deux artistes. phares, on va dire. Ouais, c'est ça. Deux artistes phares sur lesquels vous misez, on va dire, Exactement. presque la totalité. Mm. Et en fonction de leur popularité et de leur succès, bah là, après, vous pourrez dire, bah, à la limite, on en reprend encore un troisième. Ou là, Exactement. et puis, Mais si l'équipe s'agrandit aussi, tu oui, vois. bien Tu vois. sûr. Par exemple, C'est là, pour notre manager. et voilà, exactement. Tu vois, par exemple, là, on a eu une réunion hier, et on s'est dit, bah, il faut qu'on trouve un booker, une bookeuse, tu vois, quelqu'un qui va venir et qui va faire juste le travail de booker, qui va démarcher des lieux de concert pour pouvoir s'occuper de nos artistes, tu vois. Cerise, il a un distributeur. Bart, il envoie d'avoir un distributeur aussi. Donc, ça aussi, tu vois, c'est un peu on a aussi la réalité de se dire, on peut pas tout apporter. On n'a pas forcément tous les contacts, on n'a pas toutes les connaissances pour le faire. Donc, si maintenant un distributeur, donc c'est celui qui met ta musique sur les plateformes, peut venir s'occuper de toi et qui est intéressé par le projet, vas-y, on y va, tu vois. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. On va avoir des agences d'RP aussi. On paye des agences d'RP Ok. pour pouvoir parler d'eux dans les médias quand des projets ils sortent, parce que c'est comme ça aussi, tu dois faire parler ton projet. Bah, ça c'est de la poche aussi. Tu vois, c'est de la label qui doit sortir d'argent pour pouvoir payer ça, quoi. Donc, tu vois, si tu fais déjà ça pour deux artistes qui sortent un même projet la même année, un projet facilement, si tu fais juste un single, si tu dois vraiment faire un single, tu dois payer des sessions de studio, une cover et un ingé son, tu as un minimum de 2 000 euros. Et si tu vas avoir des albums, à notre échelle, on peut faire des albums, mais le plus petit qu'on peut faire, c'est à 15 000 euros, tu vois. Et donc, imagine, Ah tu ouais. dois faire ça pour deux personnes, ça fait 30 000 euros l'année. Donc, ça, c'est un énorme coût. Donc, ça, c'est pour deux personnes. Imagine, je dois en faire encore trois, quatre. Mhm. Donc voilà, tu vois ça, donc tu dois trouver l'équilibre. En fait, c'est une balance tout le temps. Ouais, Et est-ce que votre label touche des royalties ouais, ou sur ok. sur la musique. Toutes les musiques qu'ils ont faites sur l'égide off-season, c'est-à-dire que ça a été enregistré ici ou on a travaillé dessus ou on a fait des stratégies là-dessus. Bah oui, on Ok. touche des royalties là-dessus en tant que producteur, quoi. Et puis, il y a aussi ton cachet en tant que manager aussi que tu touches. Ben, moi, je le touche pas parce que je le remets Oui. directement dans la SBL, en fait, tu vois. Donc, c'est de l'argent qui nous permet de pouvoir, si on doit, par exemple, tu vois, des déplacements avec Bart qui va jouer à gauche, à droite. Heureusement que dans le cachet, c'est compris son déplacement. Mais si on doit aller à un événement pour faire du networking, bah,
Ouais. il faut financer ça, tu vois un peu Ouais. le délire, donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc on essaie un peu de trouver des moyens de pouvoir soit toucher dans les royalties, soit toucher des pourcentages dans le booking, ou bah alors si les deux ne sont pas, ou bien aussi les sessions studio, que pouvoir aussi Ouais. toucher aussi. Et si maintenant les trois on n'y arrive pas, bah il va falloir mettre la main à la poche quoi. Et donc Ouais. ça vient de nous. Donc c'est pas évident, c'est ce qu'on s'est rendu compte l'année passée, que c'est pas évident de gérer beaucoup d'artistes. Ouais. Donc, comment on fait pour se retrouver, nous, dans l'énergie qu'on donne? Parce que c'est de l'énergie, c'est du travail qu'on donne, quoi. Énormément, oui. De beaucoup de travail, quoi. Et avec la concurrence aujourd'hui, pour qu'un artiste puisse vivre, ne serait-ce que de ses concerts de ses royalties, frérot, il faut faire des millions d'écoutes hein, Ouais. sur Spotify, tu vois. Mhm. Et encore, quoi, il faut vraiment faire des millions et faire des bons bookings, parce que tu vas être booké à gauche et à droite, tu dois payer ton déplacement, tu dois payer ton DJ ou des musiciens qui sont avec toi. Puis, tu dois payer ta bouffe, et ainsi de suite. Et puis, il y a les taxes qui te tombent dessus. Finalement, tu te retrouves avec 40 euros dans la poche, quoi, tu vois. Et c'est Ouais. pas avec ça que tu vas vivre. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas évident. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des gens derrière qui travaillent. C'est ça que notre cerveau, il fuse. On se dit, faisons des événements, faisons des événements, faisons des événements pour pouvoir réinvestir. Et le but est quand même après de sortir de ce statut de ASBL ou pas du tout? Le but, ça dépend. Honnêtement, Est-ce que c'est un but professionnel ou te dis, moi, c'est juste une passion, que je mhm. vais garder ça à côté et le côté financier et côté, bah, il faut nourrir mon assiette et celle de mes proches, etc. Bah, ça, bah, ce sera un job à côté. Bah, c'est une passion, la musique, ce qu'on fait, c'est une passion, Mhm. mais il n'en reste pas moins que, comme je t'ai dit, on voit ça comme une entreprise. Donc, oui, aujourd'hui, avec une SBL, tu peux faire 3 millions de chiffre d'affaires donc, de l'année. Donc, si on peut rester en SBL s'il le faut, quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, Euh, toi, tu peux pas vivre. moi, je peux me payer un salaire avec une SBL. Ah, ah oui, 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 Je oui, peux oui, me oui, je peux me ouais. payer un salaire, je peux me, Mais tu, ouais, c'est ça. c'est ça, tu vois, c'est pas avec ça que je vais m'enrichir. Tu serais salarié C'est de ça. l'ASBL Et alors, ouais. en fait, je pense que on sait pas de quoi demain sera fait, mais off-season sous forme d'ASBL, on est content que ça marche, ça reste comme ça. Ouais, On est ok. vraiment content que ça reste comme ça parce que au plus on va générer des sous, au plus on va pouvoir aider encore plus Mhm. nos artistes, tu vois. Et après, tu sais, Bart, il est sous le label, mais il a son compte à lui, tu vois, un peu. Nos artistes, ils ont chacun leur compte à eux. Donc, et en fait, c'est comme si ils étaient employés du label, donc on les paye eux. Donc, Mhm. et donc, nous, ce qu'on veut faire avec cette structure, c'est de pouvoir accompagner le plus de personnes et pouvoir créer de plus d'emplois pour pouvoir gérer ça. Maintenant, si je prends mes propres projets que je vais faire à côté, mais là, ça va être sous forme d'entreprise, par exemple. Ok. Mais l'ASBL off-season, comme il est dans la formule dans laquelle c'est Il n'est pas prêt aujourd'hui, de changer. ça n'est pas prêt de changer. Ouais. Ça va rester comme ça. Ça va Ok. rester comme ça. Parce que nous, le but, c'est de pouvoir créer de l'emploi. Créer de l'emploi. En fait, toutes les personnes qui vont pouvoir travailler pour nos artistes, il faut qu'ils aient un emploi. Il faut qu'ils aient un salaire qui leur tombe. Et il faut aussi qu'on puisse le rendre aussi on puisse aussi le rendre, on va dire, à la société, aux artistes aussi en développement. Parce que des artistes en développement, il y en aura toujours. Et Exactement. donc, comment on fait pour les accompagner? On a cette vision des gros labels. Mhm. Faut pas se mentir. Sinon, ça sert à rien de le faire. Mais aussi cette vision aussi de se dire, on peut s'enrichir autrement. Et moi, on ne voit pas ce label comme un moyen d'enrichissement. On voit ça vraiment comme le moyen de faire vivre la passion qu'on a, quoi. Et donc, le but de passer par entreprise, Ouais. si ça se présente et que c'est avantageux pour Avantageux, nous, ouais, ce on serait le mieux. fera. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais dans la formule dans laquelle ça va rester comme ça. Ça va pas Ok. changer, quoi. Bart a fait The Voice. Mhm. Je suppose que ça a eu une influence sur votre label ou pas du tout? C'est une influence sur le label. C'est drôle parce que la période où Bart a fait The Voice, on était vraiment à fond dedans. Tu vois, c'est vraiment, et surtout quand il a commencé à faire les lives, c'était genre limite tous les mardis. Donc, Mhm. le mec, je peux dire qu'on finissait le travail à 15 heures, on s'arrangeait avec le C'est à travail. Liège en plus, Ou à hein. Liège, donc on Ouais. s'arrangeait à 15 heures pour prendre la route, pour arriver à Liège et filmer, ainsi de suite. C'était un délire. Donc, du coup, on était tellement dans une bulle pendant 2, 3 mois
entre nous, parce que c'était le travail, après le travail, le week-end, et le week-end, surtout lui, je sais pas comment il a fait, heureusement qu'il faisait du sport, parce que c'était vraiment intense pour lui, tu vois. Et le week-end, il était en train de faire des workshops avec The Voice, et en semaine, il travaillait, et le mardi soir, il allait à la télé. Je te jure, à la fin, même, il me disait qu'il n'en pouvait plus, mais c'était une très belle expérience. Et donc, du coup, en fait, en faisant tellement ça, on était tellement resté dans notre bulle qu'on s'en rendait pas compte, en fait, tu vois. Et on avait des gens qui réagissaient sur Insta, évidemment. Donc, on avait des potes qui nous envoyaient des messages. Et puis, quand c'est sorti, quand c'est fini, et qu'on a pris un temps un peu de respirer, et encore, parce qu'après, on enchaînait directement avec notre événement, quand on a commencé à sortir, beaucoup de gens qui sont venus, ah ouais, ouais, on a fait ce que Bart fait, tu vois, en fait, ça a fait son petit bruit, ça fait son bruit. Mhm. Donc, les gens sont au courant. Il y a un distributeur qui nous a contacté, comme je te disais, pour Bart, tu vois, qui est venu en mode, ah ouais, je vois ce que tu fais, bon, on voudrait bien bosser avec toi. Il y a des concerts qui sont tombés aussi, des lieux de concerts qui sont tombés, qui viennent, mais quand tu vois, il faut se dire que The Voice, ça a cette possibilité de pouvoir te mettre sur la scène et que beaucoup de gens te voient. Ça, c'est vrai, tu vois. Mais ce qui en découle par après, c'est le travail qu'on doit faire. C'est-à-dire que si Bart là, comme il a fini The Voice, et s'il ne sort rien par après, on va l'oublier, hein. Bah oui, c'est ça. On va l'oublier. Tu as fait des belles performances, tu resteras le mec qui a fait des belles performances à The Voice. Ouais. Bravo, tu as gagné 1000 followers sur Instagram, très bien, tu vois, c'est fini, elle est faite. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, pour pouvoir faire bénéficier ce The Voice-là, pour pouvoir en tirer des fruits, il Mhm. faut sortir quelque chose par après. Donc c'est pour ça que là, maintenant, il doit sortir un single qui doit arriver en juillet, et puis un autre qui doit arriver peut-être en septembre, et arriver sur un projet qui arrive à la fin de l'année. Et Ouais. c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra te dire, oui, on a maximisé The Voice. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais avant ça, si tu vas faire The Voice, tu dis je vais faire The Voice, j'attends que les bénédictions me tombent sur la gueule. Frérot, tu vas attendre longtemps. Il y a demain, plus personne. Il y a même des gens qui gagnent The Voice, on n'entend plus parler d'eux. Ouais, Donc, c'est sûr. il faut vraiment qu'en fait, il y a un travail qui se fait. T'as ce travail de la télé, ce qui va te permettre de pouvoir être pendant un moment parce que tu passes Devant à la la télé, scène, la ouais. scène, les médias, on parle de toi. Très bien. Après, Après, comment il faut bosser, quoi. après, il faut bosser. Donc Ouais. après, tu retournes Mais chez est-ce toi. que justement, ça vous a permis, au-delà, à part le distributeur, ben, il a été suivi donc par Attic, il me semble. Ouais, Est-ce ouais. que justement, est-ce que Attic a pu faire jouer de ses contacts pour dire, bah tiens, essaye de le contacter, ou est-ce que les coachs n'ont juste le titre de coach, mais ne vont pas aller Mhm. les aider dans le après? Mais c'est les coachs, il faut pas oublier que c'est leur travail, hein. Faut vraiment pas oublier que c'est leur travail. Hmm. On voit vraiment la télé et on se dit ah, allez c'est beau, c'est la télé, c'est artistique, on s'aime, tout le monde s'adore. C'est un travail, c'est vraiment un Ouais. travail pour eux. Ce qui est bien, c'est que à TIC, j'oublie l'émission à laquelle il a fait passer Bart. J'oublie le nom, bah, c'est un truc de rap sur Skyrock. J'oublie le nom. En gros, par exemple, il a mis Bart là-dessus, tu vois. Je sais que, vu cette passe décisive, s'il n'était pas sur Watik et qu'il n'avait pas fait de voix, je pense pas qu'il serait pas sur cette Ouais, c'est émission-là, ça. tu vois. C'est ouf que ça me revient pas le nom du truc. Pas Mais ça va grave. venir plus tard. Ouais. Et puis, il y a les conseils qu'ils te donnent pendant le workshop. Mais comme je te dis, en fait, tant que tu ne sors rien, ils ne peuvent pas t'aider. Ouais. Ils vont pas t'aider. Et les festivals, en fait, surtout les festivals, parce que les lieux de concert, ils vont te voir à la télé, ils vont dire, ah, bah, j'ai envie que tu viennes jouer. C'est très bien, vite fait, elle est faite, c'est bon, allez, on va laisser peser. Mais un festival, il faut que tu aies un projet à défendre, il faut que tu aies quelque chose à proposer pour que eux, ils te bookent. Donc, si tu n'as rien sorti après The Voice, même si ton coach te pistonne, va à gauche, va à droite, si tu n'as rien de concret à proposer, Ouais, c'est bah, ils ça. vont t'arriver, ils vont dire, bah oui, ok, tu as fait The Voice, bah, quelle musique tu as à me proposer? Ah, ta dernière musique date il y a déjà un an. Bravo. Ouais, c'est ça, C'est quoi ouais. la suite, tu vois? Ouais, c'est ça, ok. Donc, tu vas te retrouver comme un idiot devant ce mec-là. On va dire, si Attic va te pistonner avec le patron de Sony, tu vas t'asseoir là, tu vas arriver au bal, le patron de Sony va te dire, ok, très bien, j'ai vu ta performance, oh, t'es un très bon performeur, tu rappes bien, t'as une belle voix. Qu'est-ce que tu sors dans un mois, dans 2 mois? Ah, j'ai rien. Ouais, c'est ça. Merci, au revoir. Ouais. Elle est faite. Et t'as grillé ta chance. Mhm. T'as tout grillé. Donc il faut sortir la bonne carte au bon Au bon moment moment, après voilà. avoir. Et donc, il y a un travail qui doit se faire, Ouais, qui doit se faire derrière. Et ok. donc, c'est
c'est vraie retombée, on va dire, il y a la retombée de validation, parce qu'en fait, au final, bon, après moi, je suivais pas de Voice avant, donc je vais pas te dire vraiment comment ça se passe, mais de ce que j'ai cru entendre, c'est l'un des rappeurs qui a fait un bon chemin à The Voice pour arriver jusqu'en demi-finale, tu Mhm. vois. Pour quelqu'un qui rappe en anglais, heureusement qu'il a fait des classiques, mais le public de Voice, c'est pas le public rap, tu vois. Ouais, Donc, pour en arriver là, et que des gens aient voté pour lui jusqu'à la demi-finale, ben, pour nous, déjà, c'est une grande victoire, tu vois. Nous, au début, quand ils nous parlent de The Voice, on a, oh putain, on s'y attend pas. Parce que c'est eux qui sont venus, c'est même pas lui, c'est pas nous qui avons fait la démarche. d'accord. C'est eux qui sont venus, qui ont dit, ah, on a vu une vidéo, parce qu'il avait fait un tremplin aussi, il y a 2 ans. Ok. Et donc, ah, t'as vu ta vidéo de ce tremplin-là, ça t'intéresse de venir faire The Voice. Donc, du coup, on a sauté toute étape De de, présélection. de présélection. Ouais. Donc, on est arrivé directement au blind test. Et le blind, les quatre se retournent. Bordel, je regarde la vidéo. Moi, j'étais dans la loge, la family room, je sais plus comment on voit la family room. Et je vois, les quatre qui se retournent. Je suis là, bordel de merde. Genre, ça, on était hyper contents. Tu vois, c'est ça, nous, c'est là où on gagne quelque chose. Honnêtement. Parce que ça fait des années, en tout cas, moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je bosse avec lui. Mais on se connaît depuis des années. Et lui, il fait de la musique depuis vraiment beaucoup d'années. 5, 6, 7, 8 ans, je pense. Ouais. Vraiment professionnel, ça fait 4 ans qu'il a décidé de se mettre en professionnel. En dire que je vais faire de ça de mon métier, tu vois. Ok. Mais avant ça, il faisait quand même de la musique, tu vois. Et il y a beaucoup. Il rappe en anglais en Belgique, en étant à Bruxelles. Là, mec, pour te faire voir, c'est un travail. C'est un travail. Et respect à lui. Parce qu'il a bossé, il a fait, je sais pas le nombre de tremplins qu'il a fait pour pouvoir avoir cette visibilité-là, tu vois. Et donc, nous, on sait le talent qu'il a. Moi, Bat, quand il prend le micro et il est sur scène, 5 personnes, comme 50, 100 personnes, il va te les retourner, ces personnes-là, tu vois. Mais si on te donne pas la possibilité de pouvoir le faire, Ouais. tu vas toujours rester inconnu. Et donc, The Voice a permis de dire, OK, je pense que pour lui-même, personnellement, d'avoir les quatre qui se retournent, c'est une très grande fierté. Ah bah oui. Et se dire, OK, je fais pas de la merde. On sait que tu fais pas de la merde. Ouais, c'est ça. Mais d'avoir des professionnels, des gens qui font de la musique depuis 10 ans, 20 ans, qui se retournent sur ce que tu fais, ne serait-ce qu'avec avec ta voix, ça veut tout dire, tu vois. Et donc, c'est là où nous, on gagne. C'est là-dessus qu'on gagne. Et puis, après, il y a tout le processus, blind, tous les trucs qui sont passés au fur et à mesure, et puis qu'il arrive en demi-finale. Il y a une petite déception d'arrêter à la Ouais, finale. ouais. Honnêtement, on était gagnants, on était compétiteurs. Euh, on avait une certaine réalité de dire que s'il gagne The Voice, ce serait vraiment le top, parce que c'est quelque chose auquel on s'y attendait pas. On aurait préféré qu'ils sortent en finale, parce Ouais. que on s'est dit, bah, au moins, on savait que dans les 4 derniers finalistes, frère, The Voice, c'est des chants, c'est des personnes qui chantent, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que Attic et je pense que Soft Liam aussi ont dit à un moment, c'est que des fois les gens oublient ça à The Voice, qu'il n'y a pas que la voix qui compte. Un artiste aussi, c'est ce que tu donnes sur scène. Ouais, c'est Tu ça. vois, comment tu joues Ouais, sur scène, comment tu occupes la scène, ta voix et comment tu ne stresses pas sur scène. Et c'est ce que lui, il a réussi à donner, c'est ce qui lui a permis. Je dis pas que c'est seulement ça qui l'a fait passer, il y a son talent. Genre, pouvoir chanter du Biggie, du Eminem et de Kendrick Lamar, c'est 3 registres complètement différents dans le niveau rap. Donc, pouvoir le faire à chaque fois, chaque semaine différemment, frère, il faut avoir du talent pour le faire, tu vois. Et ça, c'est ce que lui, c'est cette force-là. Et pouvoir avoir cette retour-là et d'arriver jusque-là et que des personnes qu'on ne connaît pas à la télé, on paye de leur propre poche en disant je vote Bart, bah ça c'est une victoire pour nous, tu vois. Et donc c'est là où la victoire, où les retombées résident, en se disant ok maintenant, bah après c'est quand on va devoir le présenter, on va devoir le vendre auprès des festivals, auprès d'autres agences de booking ou ainsi de suite, bah on va dire bah le demi-finaliste de The Voice. Donc il y aura cette étiquette là qui va nous servir. Et puis bah oui, il y a un moment Attic aussi a dit bah quand tu vas sortir un projet, fais-moi signe. Donc on va le relancer. Mais pour l'instant, on n'a encore rien de Ouais, c'est la concret. carte joker, entre Voilà, c'est ça, guillemets, tu vois. à sortir À au bon sortir. moment. Ouais, c'est Voilà, c'est ça. ça. Ok. Donc, on se garde ça de notre côté. Et puis, après, quand ça va arriver, quand on est prêt, quand tout le projet est prêt, il travaille avec un ingé son, Yanné, qui bosse avec To Die For, avec, j'oublie son nom, un artiste français aussi, hyper connu. Il bosse avec Back in the Days. Il y a du bon entourage autour de lui, quoi, tu vois. Mhm. Et au plus les gens le voient, au plus les gens ont envie de bosser avec lui. Donc elle est là, elles sont là, c'est retombé. Mais
pour le label, bah, C'est un investissement, c'est en un fait. investissement. C'est ça. Dis-toi que c'est un tremplin. Ouais, c'est ça, un C'est un tremplin tremplin. d'investissement sur le long terme. C'est ça, c'est clairement ça. Ok, ok. Nous, on s'est connus à tourner. Mhm, Et ici, tu me reçois à Bruxelles. mhm, Euh, J'aimerais bien te voir un peu, toi, ta vision entre justement les deux villes. mhm, Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer une ville, entre guillemets, de province, mhm, euh, comparée à Bruxelles, qui est une mhm, capitale de l'Europe, mhm, etc. Mais j'aimerais bien quand même voir un peu les différentes nuances que tu vois entre Tournai et Bruxelles, niveau mentalité, niveau opportunité, niveau rencontre. mhm. Euh, voilà, tout en sachant bien que bon voilà, on peut pas comparer un petit village à Oui, un petit village, là, une bonne, c'est quand même une grande ville tournée, mais bon, mhm. comparé à Bruxelles, Ouais, ça n'a rien à ça n'a rien voir. à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et est-ce que c'est important justement le choix de se dire je viens à Bruxelles ou est-ce que tu aurais pu très bien faire ton label à tourner et exploser, enfin en espérant Ouais. exploser. Voilà, ton Euh, avis un petit peu sur tourner Bruxelles. Mon avis sur tourner Bruxelles, c'est à tourner, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. C'est Ok. très drôle à tourner, faire le tour. Mais à tourner, j'avais vraiment ce sentiment-là que j'ai fait le tour et que dans ce que moi, en fait, quand je quitte tourner, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais Mhm. pas vers quoi. Quand je quittais tourner, je me disais absolument pas. Honnêtement, j'ai des potes qui sont dans la musique, genre Youssef Swat, c'est Jacid Orek, c'est mon Jado, qui, en tout cas, c'est pour parler ne serait-ce que de ces deux-là, parce que c'est les deux potes vraiment que je connais qui ont vraiment une grande ampleur. Donc Youssef dans le rap Dans le et rap, alors Simon dans la techno. dans la techno, tu vois. Et tous les deux viennent, bah, Simon de Silly, Tournai, c'est la même zone, Ouais. et Youssef de Tournai. Tu vois, Youssef, bah, lui aussi, à un moment, il a dit, bah, il a fait son tour à Tournai, mais il a dit, bah, si je veux continuer, je veux évoluer. Pourtant, Youssef, c'est même l'une des exceptions, parce que il était à Tournai et il le connaissait déjà à Bruxelles. Donc, c'était déjà, il avait déjà fait son bruit, tu vois. Mais Simon, bah, il faisait aussi des soirées des mix aussi à Tournai. Et puis, il a dû bouger à Bruxelles parce qu'en fait, non seulement pour les études, comme Youssef aussi, mais aussi parce que les opportunités sont différentes. Et ben, en fait, c'est la même chose. Moi, je les voyais un peu faire ça et j'avais envie de bosser dans la musique sans le savoir. Je trouvais ça hyper cool. Donc, j'allais à leurs concerts, tous les trucs avec eux. Et je disais, oh putain, c'est trop bien. Et puis, je rentrais chez moi, je me rendais compte que j'avais pas de talent musical. Du coup, je suis là, bon, on va rester là. Mais, euh, mais du coup, moi, j'aime bien la philo. D'ailleurs, j'aime toujours bien, sauf que je prends moins de temps pour pouvoir le faire. Mais j'aime bien la philo. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait ces ateliers de philo à Mazu 14. Ouais, On a participé au Festival des Inattendus, des rencontres ouais, inattendues deux fois à tourner, à ouais. tourner, ou même la deuxième année, on était co-organisateur Ok, avec notre label, avec notre atelier. ok. On a fait de la radio. Et puis, j'ai eu ce sentiment de, voilà, j'ai l'impression que il y a plus rien qui se propose à moi, tu vois. Mhm. Après avoir fait le festival, peut-être parce que c'était la philo, mais il y avait plus rien de plus, honnêtement. Je savais que si je restais là, j'allais faire chaque année la même chose. Et donc, je sentais je commençais à avoir un plafond de verre, là, tu vois. Je me disais, ben, il faut que je sorte, il faut que je sorte de là. Et moi, je me sens vite oppressé. J'avais vraiment ce sentiment de là, oh, j'avais une frustration, mais je savais pas comment exprimer cette frustration. Et je savais que faut que je bouge ici, faut que je Ok, bouge de là. D'abord, la mentalité, si je reviens sur la mentalité, euh, moi, j'ai une mentalité de quelqu'un qui aime bien avoir son calme. J'aime bien sortir, voir des gens, ainsi de suite. Mais j'aime bien que quand je rentre chez moi, ou genre, autour de chez moi, ce soit très calme. Et c'est ce que j'aime beaucoup à tourner. C'était vraiment très, très calme. Et vu que j'ai fait mes secondaires là-bas, même début du NIF aussi, donc je me suis fait énormément d'amis, qui soit partis, qui sont revenus, et ainsi de suite. Et en fait, c'est une mentalité, on va pas dire de village à proprement dit, mais c'est pas la même chose qu'à Bruxelles. Moi, moi, je suis né au Cameroun, donc je suis arrivé en 2008 à Bruxelles. J'allais à 2009-2010 à tourner, avec ma tante, on comptait le nombre de noirs qu'on voyait dans la rue, tu vois. Et c'est un peu ce genre de truc, tu vois. Donc, la perception qu'on a, j'aime pas avoir cette perception de dire moi noir, toi blanc, arabe, et ainsi de suite. J'aime pas ça, parce que pour moi, je considère que, en fait, c'est pas ta couleur de peau qui doit déterminer qui tu es. Ça détermine tes origines, ça détermine ta culture, mais ça détermine pas toi, tu vois. Mais il y avait je rencontrais des gens
n'avaient pas la même façon de penser, et que la vision qu'ils avaient de moi en tant que noir, ben, c'était pas forcément la meilleure. Mhm. Je m'identifiais pas à eux, mais, À tourner. on va tourner, on va Ok. tourner. Je m'identifiais pas à eux. Je parle pas des gens de notre âge, hein. Mhm. Moi, les gens de notre âge, j'ai jamais eu de souci avec ça. Genre, on se connaît, tu vois, Ouais, tu vois ouais. un peu notre groupe d'amis qu'on a, aussi vaste que ça peut être. Je sais pas, en tant que des gens de notre âge, j'ai pas rencontré ça. Ça, je peux en être sûr. Mais c'est des personnes un peu plus vieilles dans le travail, Mhm. ou des gens qui voulaient pas que je sois serveur ou un serveur Ok. parce que ils Beaucoup de considéraient, préjugés, en ouais, fait. c'est ça, ils considèrent que leur clientèle ne veut pas être servie par des noirs. Ok. Tu vois, c'est vraiment des petits trucs comme ça où tout le travail que tu trouvais, c'était soit à la plonge, en cuisine, derrière, caché. J'ai un moment, j'ai bossé au Colruyt de Chaussée de René. Il y a des gens qui, tu sais, ça m'a vraiment énormément fait mal. Il y avait un type qui travaillait, Olivier, qui travaille chez Mazou 14. Et je le vois dans la file. Il était dans une autre file. Il quitte cette file-là, il vient dans ma file. Puis hop, il m'a reconnu, il vient me parler. Donc on fait le truc. Je scanne ses articles. Et puis, il me prend un peu à côté, il me dit, ouais, tu sais, il y a des gens je suis venu dans ta file parce que j'entendais des gens qui disaient qu'ils voulaient pas venir dans ta file ils voulaient pas qu'un noir, Ok. leur noir, scanne leur course. Je dis, ah, bon, frère, tu viens me prendre des pâtes et des carapiles, qu'est-ce que t'en as à foutre que moi je scanne tes trucs, tu vois. Et en Ouais. fait, on était en quelle année, cette époque-là, 2014? Ah ouais, ok, il y a 10 2013. ans. Ok. Ouais, il y a 10 ans, tu vois. Et c'était ça, et qui me sortait ça. Et puis il y a des gens qui disaient vraiment qu'ils étaient venus voir les responsables du Colruyt en disant, ouais, mais c'est quoi cette idée-là? Nous, on veut pas qu'il y ait des Noirs qui travaillent Colruyt. Je suis là, bon, qu'est-ce que ça vous dérange? Joël, le patron de l'extension, très bon gars, franchement. Et bon, l'approche était un peu bizarre, la manière dont il me l'a dit, mais j'ai compris l'idée, tu vois. C'était en mode, moi, je vais engager un noir parce que je veux montrer aux gens que je suis pas raciste. Je suis là, bon, Joël, c'est pas la meilleure des manières de le dire, tu vois. Mais l'idée, je comprenais l'idée. Ce qu'il voulait dire, c'est que il voulait montrer que son bar était ouvert à tout À le tout le monde, monde, ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai compris par après, en travaillant là, qu'en fait, c'est des gens qui venaient dans son bar, qui disaient ça, et que lui, il n'acceptait pas ça, Mhm. tu vois. Et donc, la manière dont c'était présenté, c'était Ouais. pas la meilleure des manières, mais l'idée, c'était de dire. Et moi, j'avais très bien aimé parce que quand j'ai commencé à travailler à l'extension, les gens, ils savaient pas encore que je travaillais là. Et un jour, j'arrive avec des potes au bar, et je travaillais pas ce jour-là. On arrive au bar, on se pose, on faisait un peu de bruit, mais c'était un vendredi soir. Le vendredi, tout le monde fait du bruit, tu vois. Je suis pas le seul à faire du bruit. Et donc, le mec, il y avait deux types là, deux darons là, qui me dévisageaient et je le voyais comme ils me regardaient mal et tout ça. Je le sentais là, tu vois, tu le sens, ce genre de truc, tu vois. Il arrête pas de me regarder, et puis à un moment, il me fait une remarque en mode, qu'est-ce que tu fais ici, quoi. Et Mhm. je fais, comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as rien à faire ici, tu fais trop de bruit et tout. Bah, les autres sont en train de gueuler depuis tout à l'heure, pourquoi c'est sur moi que je t'arrête, quoi? Ah non, mais t'as rien à faire ici. Et je sentais le truc arriver, tu vois. Comment ça, j'ai rien à faire? Je voulais que ça sorte de sa bouche. Je voulais qu'il le formalise et qu'il le dise, tu vois. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Pourquoi je peux pas être là? Oui, mais tu fais du bruit ici. Il va, et puis il y a son pote qui dit, ouais, tu dois partir parce c'est un peu un nerveux, il aime pas trop, il aime pas trop quoi? Dis-moi les choses, tu vois. Mhm. Et j'avais une pote, Iso, c'est très frontale. Elle était le voir, c'est quoi ton problème et tout. Il voulait même la frapper. Et puis il est arrivé, il a dit, toi en tant que noir, t'as rien à faire ici. Ok. Et j'ai dit, ah, Voilà. voilà, c'est sorti de ta bouche maintenant, tu vois. Et j'ai été à l'intérieur. J'ai été chercher le serveur qui bossait là et Joël. Non, non, Joël n'était pas là. J'étais chercher le serveur, j'ai dit, lui, vous le mettez dehors du bar. Vous sortez du bar. Ils sont arrivés, lui dire, ah, monsieur, vous devez partir. Il fait, moi, je viens ici depuis des années, je dois pas partir. Je fais, non, 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 tu dois partir. Tu sais, moi, je travaille ici, en fait. Je Mhm. n'ai rien à faire là. Bah, en fait, moi, je travaille ici. Mhm. Donc, tu dois partir du bar. On le sort du bar. Le lendemain, il vient, tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Le lendemain, il vient pour se plaindre à Joël. Tu me connais, ça fait des années que je suis ici. Et lui, il me fait jarter. Je fais, bah oui, il m'a jarté. Et je l'ai jarté parce qu'il a tenu des propos racistes et qu'il ne voulait pas que je sois dans le bar. Il a dit, bah, c'est la dernière fois, tu ne viens plus jamais dans mon bar. Tu ne mets plus jamais le pied dans mon bar. Et tu vois, c'est en fait des trucs comme ça que j'ai rencontrés. Ok. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je vais me forcer? Pourquoi Mhm. je vais me forcer? C'est, moi, des gens de 60 ans, 70 ans qui ont des idées comme ça, je ne perds même pas mon énergie avec eux. Parce Mhm. que qu'est-ce que je vais lui apprendre dans la vie? Il a 60 ans, si ça fait 60 ans qu'il pense comme ça, Ouais. j'ai pas l'énergie à te donner à vouloir faire ton éducation, frère. Si t'as, que si tu penses comme ça, et que, vas-y, pars. Dommage qu'il y ait des gens comme ça dans la société, mais moi, je vais pas perdre mon énergie avec toi. Donc, est-ce que je vais continuer à devoir tout le temps justifier aux gens que j'ai le droit d'être là? Non, c'est bon. Genre, restez avec vos trucs.
faites vos trucs, vous restez avec ça, c'est comme ça que ça vous convient. Et je suis content à tourner. Ça, c'est il y a beaucoup de personnes étrangères. Moi, j'ai vu l'évolution qui arrivait à tourner, tu vois. Donc, quand je te disais, entre le moment où on voit aucun noir et il y avait presque beaucoup de jeunes d'Africains et d'autres personnes étrangères qui venaient à tourner, ben, j'étais très content que ça puisse s'ouvrir la mentalité comme ça, tu vois. Mais, j'étais en 2014, les gens pensent comme ça, ben, ça sert à quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir à Bruxelles. Et à Bruxelles, tu n'as pas rencontré de... Bah, à Bruxelles, c'est différent. Franchement, c'est complètement différent. Il y avait même des paroles que je me rendais pas compte que ça se disait pas. Tu vois. Ok. C'est des paroles à tourner qui passent naturellement. Ah, t'es beau pour un noir. Ou, ah, vous les noirs, tu vois, c'est vraiment des trucs et des trucs comme ça. Bon, moi, j'en joue, j'en rigole. J'ai des potes de tout. Donc, Mhm. on le rigole entre nous. Donc, moi, je m'en fous complètement. Mais en fait, en vivant à Bruxelles, je me suis rendu compte que tu sors une phrase comme ça, je dis pas que ça n'existe pas à Bruxelles, mais c'est tellement multiculturel Mhm. que les gens, ils vont choquer. Et ben, mec, ça se dit pas, ce genre de truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, tu dis, ah, ouf, c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est déjà mieux que d'où je viens, tu vois. Et donc, c'est pour ça, en fait. Et après, à Bruxelles, il y a les opportunités. Tout à l'heure, hors cam, on parlait de ça, on disait, tu veux faire de la peinture, tu vas sortir, tu vas faire des ateliers, tu veux faire de, je sais pas quoi. En fait, tous les coins de rue, dans un bar, tu vas trouver un musée, tu vas trouver un théâtre, tu vas trouver en fait, il y a une effusion culturelle, artistique qui émane de Bruxelles. Non seulement parce que c'est la capitale européenne, dû à ça, bah, tu as une mixité sociale qui est énorme, donc du coup, qui s'entrechoque tout le temps. Tu vois, ça rentre en collaboration, on va dire ça comme ça. Et donc, ça crée des nouvelles façons de penser, des façons de voir le monde, tu vois. Par rapport au féminisme, par exemple, tous des trucs comme ça où je ne disais pas que je m'y intéressais pas, genre, mais c'est juste qu'en fait, j'étais pas stimulé à ça que en côtoyant beaucoup de personnes où on en parle librement, ouvertement, où il y a des conférences et des trucs du genre pour Mhm. là-dessus, bah, tu finis par comprendre, tu vois, tu finis par kiffer. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, bah, c'est là où je dois être, c'est là où je veux me développer. Et arrivé à Bruxelles, j'avais aucune idée de ce que je vais faire. Je commençais à bosser dans un 8 bras. Je ne connaissais même pas ce que j'allais faire de ma vie, tu vois. Et puis, il y a eu l'atelier de philo avec le confinement, ben, l'atelier de philo, on ne pouvait plus se faire parce qu'on ne pouvait plus se retrouver. Donc, il y a eu l'idée de créer l'émission télé avec Pauline Chaudet et tout ça, et Mathieu. Et on a créé cette émission télé, et on va proposer à nos télés, ça marche, on fait une dizaine, une quinzaine d'épisodes. Et après ça, je me rends compte que ben, je travaille en tant que manager de restaurant, donc j'ai plus le temps, j'arrête là. Et puis, je finis de travailler dans le restaurant, il y a il y a mon pote qui demande de vouloir lancer un concept dans son resto, et puis ça se fait. Tu vois, en fait, ça s'est fait naturellement. Les choses sont venues, au point d'en arriver où je suis aujourd'hui, où je suis en train de me dire maintenant, j'ai envie de lancer ce projet. C'est la première fois où je suis en train de me dire, j'ai une idée, une vision de ce que je veux projeter et réaliser. Ben, je sais que je n'aurais pas pu le faire si j'étais à tourner. Ok. Je sais pertinemment que je n'aurais pas pu le faire. Mhm. Et Et donc, du coup, qu'est-ce qui manquerait à tourner justement pour le rendre un peu plus attractif pour l'entrepreneuriat? il faudrait que allez, je vais pas faire la langue de bois parce que je n'ai pas forcément essayé plus que ça, mais il faudrait que les jeunes sachent où aller le faire. Mhm. Ok. Il faut des structures, il faut du financement, il faut des structures. Quand tu prends à tourner, pardon, ou tu prends l'événementiel, ça ramène du monde. L'événementiel, c'est un truc énorme, c'est bénéfique pour tout le monde dans tous les secteurs d'une ville, comme Tournai, bah, ça va se ramener des personnes qui ne connaissent pas la ville de Tournai, qui vont venir découvrir Tournai. Tournai, c'est une belle ville, tu vois. Exactement, ouais. Tu te balades à Tournai, c'est historique, t'as la cathédrale, t'as le pont des Trous, t'as le beffroi, t'as la Grand Place, t'as les parcs, t'as même la gare qui vient d'être refaite. T'as énormément de trucs à voir à Tournai, tu vois. Et ben ça, et autre que le tourisme, des gens qui viennent juste pour voir ça, ben l'événementiel permet de le faire, tu vois. Mhm. Mais quand tu fais des soirées et que ça commence à durer 1 heure, 2 heures, il y a des gens qui se plaignent, il y a la commune, il y a le bourgmestre, et ils veulent pas développer des projets pour des jeunes. Quand des jeunes, ils veulent lancer des projets, j'ai un pote, Pierre-Louis, qui veut lancer un festival, ben on lui a dit, bah, il a compris qu'il faut qu'il soit en dehors de Tournai, c'est-à-dire à Orc ou un truc du genre, mais Ouais, tu n'es plus dans Tournai Centre parce que tu peux pas faire beaucoup de musique autant à Tournai Centre, tu vois. ouais, Et donc, du coup, bah, tu dois sortir, mais si tu sors de Tournai, ça devient moins accessible. Comment des jeunes alors qui n'ont pas de permis ou les transports en ouais, c'est commun ne ça. sont pas développés, parce
sur les transports en commun aussi, c'est une galère de prendre le bus à tourner, tu vois. Et ben, ça aussi, c'est tout un problème pour pouvoir développer ce côté événementiel. Non, c'est- Et puis, tu as la maison de la culture. Qu'est-ce qu'elle propose vraiment la maison de la culture à tourner, tu vois? Elle propose des trucs, je dis pas le contraire, mais qu'est-ce qu'elle propose qui parle aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur donne qui résonne. Quand Joachim fait une lutte incroyable pour avoir une salle de le concert à concert, ouais. tourner et qui finit par la faire dans le garage de Mazu 14, c'est dommage, tu vois. Ouais. C'est dommage. Et donc, comment tu veux que des jeunes puissent se développer là-dedans? Moi, je te parle plus de jeunes. Mhm, ouais, ouais. Et comment tu veux qu'on fasse ça? Et puis, si tu prends dans le monde de l'entrepreneuriat, comment tu veux que les commerces mouraient à tourner quand j'étais à tourner? Le centre-ville, tu ouvres un truc, 2 ans, 1 an plus tard, ça finissait, c'était dead parce que c'était pas visité, il y avait pas de personnes, ça mourait. Et parce qu'il y a des gros trucs, des grosses structures au bastion qui arrivaient, qui prenaient tout et qui pompaient tout. Et tout l'argent de la commune finissait dans les bastions pour pouvoir retaper les bastions. Et le centre-ville, comment tu fais pour le développer, tu vois? Qu'est-ce que tu mets en place, à part Inforjeune et les seuls que je connais, c'est Inforjeune et Mazu 14, qui donnent la possibilité aux jeunes de dire, OK, on va peut-être travailler pour vous développer vos projets. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc pour moi, je trouve que il faut que la commune elle prenne sa responsabilité là-dessus, en disant, OK, est-ce on débloque une certaine somme pour pouvoir aider les jeunes qui voudraient se lancer? Par exemple, toi, par rapport au podcast, d'avoir des lieux, moi je connais à Bruxelles une structure, une ASBL, qui accompagne les jeunes dans la création de podcasts et qui loue du matériel de podcast, qui loue leur lieu, et en fait, ils le louent même pas, ils le mettent à disposition. C'est parce qu'ils vont chercher des subsides pour que les jeunes puissent avoir un espace pour pouvoir le faire, tu vois, pour pouvoir se développer, créer des vraies maisons culturelles, tu vois, Mhm. pour pouvoir développer ça. Là, Ben, justement, quelle est pour toi justement une vraie maison culturelle? une vraie maison culturelle, c'est une maison où, en fait, moi, une vraie maison culturelle, pour moi, je suis un fervent défenseur des musicateur, c'est une maison culturelle. Ok. C'est une maison culturelle dans le sens où, en fait, la culture, elle est vaste. Faut pas juste croire que la culture, c'est juste le livre, la philo, le jazz. Aujourd'hui, les podcasts font partie de la culture. Twitch, ça fait partie de la culture. Gaming, ça fait partie de la culture. Tu vois, les mangas font partie de la culture. Les jeux de rôle font partie de la culture. La musique fait partie de la culture. En fait, une maison culturelle doit permettre à des personnes qui ont envie de développer quelque chose là-dedans, d'avoir un support qui les accompagne à le réaliser. C'est pour ça que moi, c'est ça une maison culturelle. Un espace pour pouvoir faire des concerts, pour pouvoir faire des pièces de théâtre, pour pouvoir, en tout cas, se présenter, pour pouvoir s'exprimer face aux autres, mais aussi des personnes qui travaillent pour vous aider à comment trouver de l'argent, comment trouver les financements, quel appel à projet il faut répondre pour pouvoir avoir quelle fédération il faut envoyer des demandes, quel sponsor tu dois trouver, comment tu fais des sponsors, comment tu trouves des sponsors pour pouvoir développer ton projet, tu vois. Parce que toi, en lançant ton projet, ben, tu travailles, donc tu pouvais te permettre de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir payer ton matériel. Mais si c'est un jeune de 17 ans, il doit aller travailler au Colruyt, ok, bon, ça, il faut que tout le monde travaille pour pouvoir payer sa vie, mais s'il y a une structure qui vient dire, OK, nous, on vient t'aider à faire répondre à un appel à projet, comme où je travaille, par exemple, on vient t'aider à faire un appel à projet. Il y a un appel à projet qui va arriver là, il y a un train qui va arriver en août, un train qui va arriver en septembre, et à telle association, va voir cette association-là, tu pourras faire ça, 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 ça. Ça, c'est une maison culturelle. C'est elle qui va te donner la possibilité à toutes les pans de la culture de s'exprimer et d'avoir au moins les moyens, si ce n'est l'accompagnement pour pouvoir le faire. Et pour moi, pour l'instant encore, je ne sais plus comment ça se passe à Maison de la Culture. Moi, la Maison de la Culture, je ne la voyais même pas euh, Après, la Maison de la Culture, pour être un peu le défenseur d'aujourd'hui, oh, bon. parce que je l'ai vu ici cette semaine, Mhm, j'étais à la Maison de la Culture pour la bibliothèque mhm. et ils ont tout refait. Ok. Donc, ils devraient avoir justement, j'espère, Mhm, une ouverture. Après, et là, là, c'est un peu mon avis avec la Maison de la Culture de Tournai, c'est qu'il manque de communication en fait. mhm, Quand tu vois leur programme,
c'est assez varié. Là, Mhm. il y a pas mal de théâtres, de concerts, d'ateliers un peu créatifs Mhm. et culturels, mais il manque de communication, ça c'est Mhm. sûr. Alors j'espère que le fait que la Maison de la Culture, qui est maintenant assez moderne, Mhm. qui est très espacée, enfin, qui est assez bien, va pouvoir justement essayer d'attirer Mhm. les personnes euh, un autre public en fait, Mhm. essayer d'ouvrir à un plus grand, un plus grand souci. Parce que on le voit aujourd'hui avec la montée des extrêmes Mhm. dans toute l'Europe, bah, pour moi c'est un manque de culture et c'est un manque de connaissances Exactement. et, et- et il y a beaucoup de personnes, surtout dans les milieux précarisés, Mhm. qui n'ont pas justement la chance d'avoir une très bonne éducation. Il faut se le dire. Mhm. Et justement, l- la Maison de la Culture pourrait, ou alors il y a Maison 14, mais il pourrait avoir beaucoup plus d'institutions Mhm. et essayer de les faire venir. La rencontre des inattendus, qui est Super un truc. super Ça, c'est festival à tourner, qui a lieu ici en fin août. Ça va faire plus de 10 ans, hein. plus de Ils ont 10 ans, ouais, fêté mais leurs ouais. 10 ans il y a quelques années. Mhm. Eh ben, c'est vraiment incroyable. Mais le problème, c'est qu'on a toujours aussi le préjugé de, bah oui, bah, ouais, la culture, les inattendus, bah, c'est pour l'élite, c'est pour Mhm. les gens qui. Et il faut essayer Je suis d'accord. d'arriver. Et Je comme suis- tu dis, Twitch, Mhm. le gaming, Mhm. il y a plein d'autres entrées. Et puis, il faut aussi que la culture évolue avec son temps. Exactement. Et moi, comme moi, vraiment, par rapport à la maison, j'écoute et je suis content de ce que tu dis par rapport à la maison de la culture. Moi, ça reste un avis que je voyais en 2019, Ouais, hein. ouais, C'est, ouais. moi, je suis parti en tournée, de tourner en 2019. Donc, ça Mhm. fait déjà, tu vois, aujourd'hui, comment le monde évolue assez vite. Et c'est un très bon exemple que tu as pris par rapport à la montée des extrémismes, de l'extrémisme. En fait, ce manque de culture, ce manque d'accès à la connaissance de l'autre et d'ouverture à l'autre, tu vois. Et cette ouverture à l'autre passe par la communication. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que beaucoup d'organisations, même ici à Bruxelles, hein, c'est ouf le nombre d'organisations que je connais ou je vois qui font énormément de trucs, mais tu vas voir la communication, c'est catastrophique. Et les gens ne sont pas au courant, tu vois. Et je suis d'accord avec ça. Tu vois, comme tu dis, par exemple, rencontre des inattendus. Personnellement, moi, quand je le voyais avant de le participer, effectivement, je voyais ça un peu comme le truc un peu appartenant à l'élite. Moi, je suis désolé, moi, j'ai grandi avec une tante qui avait deux enfants, on était à trois dans un appartement. Elle travaillait à peine pour nous nourrir. Donc oui, on n'avait pas accès à tout ça. Heureusement que Mhm. j'étais au collège de tournée et que j'avais cette envie aussi d'avoir accès à cette culture-là. Et donc, cette démarche-là de moi-même pouvoir aller chercher et mon entourage aussi me permettait de le faire. Mais c'est vrai que quand tu viens dans un milieu précarisé et que tu n'as pas ce stimulus qui te pousse à aller chercher ça, ben, tu as Exactement. toujours l'impression en fait que c'est pour les autres et c'est pas pour toi. Et c'est là où, comme tu dis, la communication, elle est hyper importante parce que, bon, en fait, c'est te dire, bah, c'est aussi pour toi, tu vois. Nous, quand on le faisait, comme moi, j'avais les 2 années où j'ai participé à Musique 14, bah, frérot, on était avec des gens qui ont des problèmes de bipolarité, des dysmes, je sais plus comment on appelle ça encore, euh, des personnes un peu plus âgées, tu vois. C'était vraiment un pan, genre un mini-mélo de personnes, soit qui n'ont pas confiance en eux, ou qui ont vécu du harcèlement, Mhm. ou qui ont des problèmes de bipolarité. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression que nous tous, on était un peu une équipe de bras cassés comme ça qui n'était pas fait pour ça, mais pourtant on avait des putains d'idées et on avait des trucs à développer et on a créé ça ensemble et on a participé, on était bien reçus dans le Festival des Inattendus pour ça, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, ben, en fait, ce truc-là, quand tu le vois, tu crois que c'est pour les autres, que c'est pas pour toi, Ouais, tu c'est vois. ça. Et donc, c'est le meilleur moyen de pouvoir savoir que ça, c'est pour toi, ben, il faut une communication. Et cette communication, moi, je pense que il faut rajeunir les conseils d'administration, les organes d'administration. Il faut que les personnes qui soient dans les organes d'administration ou dans les assemblées générales soient des personnes jeunes. Et généralement, en plus, je ne sais pas comment ça se passe dans les maisons de la culture, mais en tout cas, quand tu prends des organismes de jeunesse, ils demandent toujours d'avoir des personnes de moins de 30 ans pour pouvoir qu'ils soient quand même toujours
en actualité avec ce qui se passe dans le monde, Ouais, tu vois. exactement. Et donc, si, je dis pas qu'elles vont mal le faire, moi je trouve que il faut savoir gérer les âges, Ouais, les c'est âges. ça. Il faut de l'expérience d'une personne qui a 40, 50, 60 ans, mais il faut aussi la fougue De la de jeunesse, la ouais. jeunesse et pour pouvoir dire, OK, comment on se met ensemble pour créer quelque chose, tu vois. Et pour moi, je pense que si on veut réussir à donner ce truc-là par exemple, la Maison de la Culture ou autre truc, hein, mais je parle de tournée parce qu'on parle de Mhm. tournée, mais à Ouais. Bruxelles, il y a beaucoup de structures qui fonctionnent aussi comme ça, hein. Il faut donner, il faut mettre des jeunes, il faut dire que, ben, Instagram, c'est un outil. Beaucoup de gens, moi j'entends les gens quand ils parlent d'Instagram, ils parlent de Facebook, ils parlent de trucs, de TikTok. Je suis pas sur TikTok personnellement, mais c'est un outil. C'est des outils. C'est des outils. Et, et il y a un truc qui s'appelle Action Média Jeune à Namur, qui en fait, qui font de la sensibilisation aux médias auprès de la jeunesse. Pour dire aux jeunes, en fait, et cette démarche, moi j'adore énormément, c'est de dire, vous, en fait, les médias, c'est-à-dire Facebook, Insta, les médias classiques, générationnels et tout ça, bah, c'est un outil. Comment tu les utilises? Si t'es débile et que tu veux juste t'inscrire là et envoyer des news et faire des photos, ben frérot, ouais, tu vas le faire alors, et puis ça va te servir à rien. Et oui, tu vas toujours trouver des cons comme partout. Tu vas trouver Tu vas dans la rue, tu vas parler avec le premier venu, ce sera pas le plus intelligent avec qui tu vas parler. Est-ce que c'est pour autant que tu vas arrêter de parler aux gens? Ben, les réseaux sociaux, c'est pareil. Utilisez Instagram pour vous vendre. Utilisez des TikTok pour faire des trucs alléchants pour pouvoir que des gamins de 14 ans, que quand ils vont sur leur TikTok, ils voient passer un Reels de la Maison de la Culture. Ils se disent, ah, finalement, ça peut être cool, tu vois. Peut-être que je peux aller faire quelque chose là-bas à la Maison de la Culture. Utilisez ça pour pouvoir toucher, parler dans le langage qu'il faut parler aux gens. Tu vas pas venir en polonais lui parler en russe, tu vois, ou en, Ouais, c'est ou sûr. en, en C'est sûr, c'est italien, sûr. il va rien comprendre. Mais viens lui parler en polonais, il va comprendre ce que tu vas dire. Tu veux parler à la jeunesse, ils sont focus sur le téléphone, sur Instagram, sur TikTok. Ben, utilise ces canaux-là pour pouvoir les parler. Et la politique l'a très bien compris. Le Rassemblement national, les Marine Le Pen qui fait des reels, des trucs du genre, mais Jordan Bardella, pardon, Bardella, tu vois, a gagné grâce à grâce ça. à ça. Bien sûr. Et parce qu'ils ont compris quoi? La communication, pour pouvoir toucher les jeunes, ben, il faut que je vienne par TikTok. Et Et on ils te voit font que des ça. TikTok qui sont, on peut dire boomer, un peu tout ce que tu veux, mais ils sont là. Il y a des gens qui le disent. Oh, j'ai voté pour Jordan Bardella parce qu'il fait des bons reels ou parce qu'il Ouais, était il a drôle l'air ou il sympa, était il est beau, cool. il Ouais, c'est était ça. cool. Ouais, il est cool. Et tu crois qu'il a vu ça à le journal télévisé? Non, il a vu sur son téléphone parce qu'il y a un risque qui est passé et qu'il a vu Ouais, sur son c'est sûr. téléphone. Et donc, si ces gens-là utilisent ces médias-là et touchent un plus grand nombre de personnes, eh ben, c'est parce que les personnes qui font les vraies choses bien, ben, se disent, ah ben non, on veut pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'on veut pas montrer que la société, mais non. La société aujourd'hui, c'est Instagram, c'est des C'est- podcasts, Qu'on le veuille ou non, qu'on qu'on le veut ou l'aime ou non, pas, c'est c'est ça. ça. Quand la télé est arrivée, c'était la même chose. Il fallait pas regarder la télé. Mais finalement, aujourd'hui, on dit, ah, peut-être c'était mieux de regarder la télé que d'être sur Instagram, tu vois. Ben, Instagram, ben, ton smartphone, demain, ça va être quoi? L'IA, aujourd'hui, l'IA, c'est l'exemple. Les gens, ah, on a peur de perdre notre travail parce que l'IA va arriver, ainsi de suite. Non, l'IA, c'est un outil. Comment tu l'utilises pour toi, en fait? Ouais, c'est ça. Vivre avec son temps. Vivre Vivre avec avec son son temps, temps. exactement. Toujours vivre avec son temps. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir évoluer. Mm. C'est ça qui va permettre de pouvoir toucher, en tout cas, la jeunesse. Et donc, moi, je pense que moi, je vois comme à Mazu 14, il y a une nouvelle coordinatrice qui est arrivée là. Ouais, J'oublie son prénom. Célia. Célia, voilà. Ben, je vois qu'ils essaient de faire des choses bien, tu vois, genre développer un peu du contenu, créer du contenu. Et moi, je kiffe ça, tu vois. Je me dis, ok, c'était pas comme ça quand moi j'étais là, mais Ouais, tant mieux. Tant ouais, mieux, ouais, tu vois, ouais, ça a ouais. rajeuni, Ça ça a apporte rajeuni, quelque ouais. chose, et les jeunes sont au courant, et on parle de plus de personnes. Et ben c'est ça. On ne demande pas à la maison, genre, en tout cas, ça paraît très agressif la manière dont je parle par la maison de la culture, mais Mhm. c'est pas le cas, c'est pas de manière péjorative. Je dis ça Ouais, d'une manière assez pour dire, s'il vous plaît les gars, faites quelque chose pour ouais. pour nous, Pour genre la jeunesse, ouais. pour la jeunesse, pour que en fait c'est une perte de talent. Si des Youssef, des Bart, moi je suis pas encore à ce niveau-là, mais en tout cas moi, et je te compte pas le nombre de personnes qui parlent, et bon, force à toi, tu vois. Vraiment, respect, tu vois, de te dire, moi j'en ai rien à foutre, je suis à tourner, je vais faire mes podcasts, tu vois. Et gars, tu te déplaces à Bruxelles, jusqu'à Bruxelles pour venir en parler, tu vois. Mais tu vas rentrer chez toi et tu vas le faire à tourner.
tu vois. Mais donner la possibilité, donner de la visibilité à des gens comme toi, tu vois. Mhm. Donnez-nous cette visibilité-là. Donnez-nous la possibilité de dire, OK, finançons ça, tu vois. Finançons pour que Victor, il ait un peu plus de matériel ou qu'il ait un lieu, on se dit, OK, je sais que je vais à la Maison de la Culture, j'ai une pièce où je peux le louer comme un espace de coworking, que Ouais. je viens genre de 18h à 19h, je donne mes rendez-vous là et j'enregistre mon émission là et j'ai tout un décor qui est mis en place pour ça, tu Mhm. vois. Mhm. Donnez-lui ça, cette possibilité-là, ça va vous coûter quoi? 15 000 € l'année, 15 000 € dans un appel à projet et tout ce que tu vas créer comme possibilité et le nombre de personnes que tu vas pouvoir inviter à venir à tourner, tu Mhm. vois. Ouais, c'est ça, hein. Et c'est comme ça. Tu vas faire venir ici, et puis on va aller à tourner, on va aller manger dans un resto, on va se mettre bien, la vie va être cool. J'ai découvert tourner, j'ai fait vivre l'économie locale, j'ai passé un bon moment, j'ai découvert une nouvelle ville. Basta. Elle Mhm. fait tout Ouais, ça c'est sûr. sur un podcast Ouais. qui a duré 1 heure ou 2, tu vois. Pour moi, je trouve que c'est ça qui manque à tourner. Ok. C'est ça qui manque pour que, en fait, et si ça continue comme ça, on a eu ces problèmes-là. L'Europe a eu ces problèmes-là avec les États-Unis, tu vois. Quand tout le monde a compris qu'il fallait aller aux États-Unis pour pouvoir percer dans la musique, par exemple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Mais il y a une époque, c'était ça, tu vois. Tout l'Eldorado se passait aux Mhm. États-Unis. Et si tu quittais pas les États-Unis, j'imagine la perte de connaissances et de talents qui ont migré pour les États-Unis. Exactement. C'est ce Ouais. que l'Afrique est en train de vivre actuellement, qui vit même depuis des années. C'est du coup, on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir, aux jeunes de pouvoir développer. Donc, ils vont faire des études ailleurs, ils traversent la mer, Mhm. ils posent Mhm. buter pour faire des conneries et ils finissent par mourir sur le chemin parce qu'ils vont chercher l'Eldorado ailleurs. Et c'est comme ça. Si tu vas pas, si l'endroit où tu es, l'être humain a la capacité d'adaptation de malade, mais aussi la capacité de pouvoir aller chercher plus que ce qu'on lui offre. Si ailleurs, on te donne pas, si où tu es, on te donne pas la possibilité de développer ce que tu veux développer, tu vas aller chercher ailleurs. Et c'est les autres villes qui vont bénéficier. Ouais. Et c'est dommage pour tourner. Avec le nombre de jeunes qu'on a, notre génération, elle est magnifique, tu vois. Je Mhm. connais pas la nouvelle génération, mais notre génération, elle est énorme dans tout ce qu'on fait. C'est Mhm. énorme, c'est dans des pans complètement différents. Ouais. Mais combien d'entre eux restent à tourner? Ouais. C'est Combien sûr. restent à Ouais, tourner? c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ok. Mais écoute, pour terminer le podcast, c'est ce que je demande à chaque intervenant, c'est de me donner un conseil, enfin pas me donner, mais donner un conseil plutôt aux auditeurs et spectateurs, puisqu'il y a aussi sur YouTube, Mm. un conseil que tu donnerais euh, pour entreprendre. Un conseil que, de la même chose comme pour tout le monde, hein, c'est oser. Oser Oser entreprendre. entreprendre. Tu vois? C'est ça, c'est oser. C'est oser. Oser, c'est ne pas dire oser juste je vais me lever, je vais oser. Il faut avoir une idée derrière. Mhm. Mais il faut que tu sois prêt. C'est intéressant ce que tu dis parce que tout le long du podcast, j'ai la citation qui est en tête que je vais le dire maintenant, c'est que sur LinkedIn, Mhm, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met un nouveau poste, enfin un nouveau job, qui a un mhm, nouveau job, etc., ben, LinkedIn permet de mettre des phrases mhm. directement, ou alors tu peux faire ça un peu personnalisé. Et moi, ma phrase à chaque fois que je mets, c'est la chance sourit aux audacieux. Et Et j'ai l'impression que en fait c'est un peu ton esprit un peu autodidacte mhm. allez foncer on fonce et tout ce que tu as raconté ici pendant voilà plus de 1h20 c'était un peu ce côté-là, la chance sur les audacieux. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est fou que tu dises ça. Parce que ça fait 2 jours, je lisais un livre, il s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Ok. Et il disait dans ce livre-là, donc c'est tout un processus, il parlait du l'homme commun. C'est un truc Oui, j'ai d'entrepreneur, tu vois. déjà lu. Ah, ben voilà, exactement. Et il disait, attends, il disait quoi? L'occasion est une déesse capricieuse qui ne se présente qu'aux personnes non, qui ne perd pas de temps avec des personnes qui ne Ouais, sont pas prêtes. C'est-à-dire, exactement. c'est-à-dire qu'en fait, tu dois oser, mais si la chance ne va pas te sourire parce que il faut avoir la chance. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas en train de travailler, c'est la plupart, tu vois, moi, tu viens me parler là, si j'avais jamais fait de quoi que ce soit dans ma vie, tu serais jamais venu me dire, est-ce que je vais faire un podcast avec toi? Et j'espère que dans ma vie aussi, il y aura d'autres choses qui vont se présenter comme ça. Mais c'est Mhm. parce qu'en fait, on bosse, tu vois. Toi, ça va être pareil. Je pense que c'était la même façon de penser aussi. Tu le fais toi-même, tu vois. C'est de dire, je vais essayer, je vais oser, je vais le faire. Et à un moment ou l'autre, la chance va me sourire. Mais pour que la chance me sourie, il faut que j'aligne les étoiles. Exactement. Il faut que Exactement. les étoiles soient alignées. Parce que quand le moment où le train va passer et qu'il arrive et que tu n'es pas prêt,
bon, il va partir, hein. Si t'as beaucoup de chance, il va peut-être revenir. On ne sait pas dans combien de temps il va revenir. Et si t'as pas de chance, il ne revient plus jamais. Et t'as perdu ton occasion. Donc oui, il faut être chanceux, il faut être autodidacte, il faut oser et il faut apprendre à prendre des cours. Mhm. C'est une souffrance d'être entrepreneur, c'est une souffrance à mort. Tu le sais toi-même, tu vois. Et, Exactement. mais, c'est, vois le bout. Regarde où c'est, tu vois, genre, j'ai envie d'arriver au bout de la table. Ok, pour que j'arrive au bout de la table, je vais peut-être me casser la gueule, mais je vais quand même arriver au bout de cette table-là. Et quoi qu'il arrive, je vais peut-être dévier du chemin, je vais peut-être faire une pause sur la route, je vais peut-être prendre un raccourci, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui va venir va me pousser, tu vois. Mais garde un objectif, fixe-le, garde-le et va là-dessus. Bon, ose juste y aller. Tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs. Personne ne fait rien sans se tromper. Et même des fois, quand tu fais des erreurs, c'est là où tu réussis des trucs. Donc, pour moi, c'est oser. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci à toi, en tout cas. Et C'était un plaisir. j'espère que ça aura plu à nos auditeurs, auditrices et spectateurs, Avec spectatrices. plaisir. En tout cas, ben, merci en tout cas. Merci d'être venu jusqu'à Bruxelles. Merci Avec grand plaisir. de me donner l'occasion aussi de pouvoir m'exprimer sur mon expérience. C'est très valorisant. Et franchement, moi, je te dis, gros, continue. Franchement, continue. C'est vraiment très... pour moi, c'est... Quand je t'ai vu, là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de t'envoyer un message et tout ça pour te dire... parce que je fais souvent ça. Vraiment, quand je vois quelqu'un, un pote qui fait un truc hyper cool, j'envoie un message en disant félicitations, continue, tu vois. Et avoir l'occasion de te le dire en face, c'est en mode continue, continue de le faire et continue à pousser tes limites et prends ce que tu fais et continue. Tu sais même pas à quel point tu peux ouvrir tes portes à d'autres personnes. Je pense même pas que c'est ce que tu attends, mais en faisant quelque chose de bien, tu inspires d'autres personnes. Et franchement, continue comme ça, en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, à bientôt.